Donc là, lui, il va parler en anglais. Donc on commence sur la première demi-heure et après on enchaîne avec messieurs Barnes et Gorcotti. Très bien. Bien, chers collègues, au terme de 66 auditions, nous recevons aujourd'hui les représentants de la société Uber, principaux concernés par les sujets traités par notre commission d'enquête. L'audition d'aujourd'hui se déroulera en deux temps. Tout d'abord, nous entendrons monsieur Dara Khosrow-Shahi, président directeur général du groupe Uber, que je remercie de s'être rendu disponible en visioconférence et qui devra nous quitter à 16h30. Puis nous poursuivrons la discussion avec monsieur Andrew Barnes, directeur des affaires publiques monde chez Uber, et monsieur Pierre-Dimitri Gorcotti, ancien directeur Europe de l'Ouest de la société Uber, président d'Uber Eats depuis mars 2020. Messieurs, je vous remercie également de nous avoir rejoints à Paris pour répondre aux questions de notre commission et je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, à la suite des révélations du consortium international des journalistes d'investigation, ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files et qui ont dénoncé des méthodes d'implantation et de lobbying agressif d'Uber en France, l'Assemblée nationale a créé fin janvier 2023 une commission d'enquête. Celle-ci poursuit un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par la société Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France, et les réponses apportées par les décideurs publics en la matière. Dans ce contexte, Monsieur Khosrow-Shahi, nous souhaiterions tout d'abord connaître votre perception des révélations des Uber Files. Considérez-vous que la stratégie d'implantation d'Uber en France, élaborée et mise en œuvre à l'initiative de votre prédécesseur, Travis Kalanick, entre 2013 et 2017, était problématique, puisqu'elle visait essentiellement à exploiter des failles de la réglementation française pour s'installer puis développer le volume d'affaires, quitte d'ailleurs à violer la loi avec la mise en place du service Uber Pop notamment. Pouvez-vous nous indiquer les changements que vous avez opérés en tant que nouveau président du groupe Uber pour pacifier les relations entre votre entreprise et les décideurs publics et poursuivre vos activités légalement depuis 2017 ? Je serais intéressé aussi, puisque je crois que vous avez été interrogé, en tout cas vos représentants dans d'autres commissions d'enquête parlementaires en Europe, sur la permanence ou non de pratiques qui ont été révélées par les Uber Files. Je pense notamment, par exemple, à l'utilisation du kill switch pour faire disparaître des documents ou les liens entre une filiale et les headquarters de Uber en Californie. Enfin, nous nous interrogeons aussi, pour aller sur la période actuelle, sur le modèle économique de votre entreprise qui, sauf erreur, ne dégage toujours pas de profit en France dans le secteur du transport public de personnes comme dans celui de la livraison. Quelles sont vos perspectives à court et moyen terme et dans quelle mesure le statut d'indépendant ou de salarié des travailleurs de vos plateformes de VTC ou de livraison influe sur la rentabilité et le modèle économique de votre entreprise. Nous aurons certainement d'autres questions à vous poser ainsi qu'à vos collègues, mais je vous propose d'entamer nos discussions à ce stade. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Khosrow-Shahi, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. I do swear to tell the truth, nothing. Je jure de dire Je vous remercie. la vérité, rien que la vérité. Je vous laisse la parole. Thank you very much for the opportunity to Merci pour contribute to cette the occasion de purpose of this contribuer meeting. à My cette name is Dara commission d'enceinte. Je Khosrow-Shahi. m'appelle I'm the Dara CEO of Uber. Khosrow-Shahi. Je suis le président et directeur général de Uber. J'ai commencé en 2017 après quelques mois de crise sur la culture de notre entreprise, nos pratiques et nos dirigeants. Cela a mené à beaucoup d'examens publics, beaucoup d'enquêtes des gouvernements et la démission de plusieurs cadres. Il y a eu des erreurs dans le passé, il y a même eu une série télévisée à ce sujet. Aujourd'hui, je m'adresse à cette commission parlementaire après toutes ces crises. Je ne suis pas ici pour défendre les erreurs du passé. On m'a demandé de venir dans l'entreprise pour presque tout changer dans l'entreprise. On a changé les valeurs de l'entreprise, on a établi une gouvernance stricte,
La sécurité était la plus grande priorité de notre entreprise. Uber est tout à fait différente aujourd'hui. 90% des employés aujourd'hui nous ont rejoints après la crise de 2017. Et si ces employés sont toujours ici, c'est qu'ils ont vu que nous avions des nouvelles règles, des nouvelles perspectives. Aujourd'hui, nous faisons partie intégrante de millions de personnes autour du monde. Nous sommes passés d'une ère de confrontation à une ère de collaboration. Nous avons une volonté de trouver des accords avec nos opposants et de travailler avec les syndicats et les taxis. Nous avons plus de 10 000 branches autour du monde, des millions, beaucoup d'employés. Nous opérons dans plus de 10 000 villes plutôt autour du monde. Nous avons amélioré la manière dont nos produits fonctionnent. Tout d'abord, nous écoutons nos clients et également leur retour. Nous valorisons la flexibilité. Les clients valorisent notre flexibilité, mais nos employés veulent aussi de la protection sociale. Nous avons signé des accords récemment ici en France et cela représente un procès et nous montre que nous voulons travailler de manière légale. Tous les retours que nous écoutons sont importants pour nous. Il y a plus de 6 millions de personnes qui nous utilisent autour du monde, en Europe également, et nous sommes un des plus gros employeurs au monde. Ces derniers trimestres, nous avons fait 13% de bénéfices de plus que l'année dernière, 13,7 milliards de dollars. Nous sommes une plateforme de choix et nous sommes responsables. C'est toujours un objectif pour nous. Et nous voulons aider tous ceux qui ont été laissés de côté, tous ceux qui veulent une deuxième chance. Nous voulons travailler avec les gouvernements afin de nous assurer que les occasions que nous leur fournissons sont tout à fait légales et offrent une protection. Nous voulons également être une entreprise durable. C'est au cœur de nos objectifs. Nous voulons être un complément au transport qui existe déjà et nous voulons que les villes européennes deviennent plus vertes. Nous sommes ici également pour aider les villes quand besoin, par exemple pendant la pandémie. Par exemple, nos employés ont aidé pendant la pandémie les travailleurs essentiels à se rendre au travail. Nous accompagnons également de manière gratuite les réfugiés dans le monde entier. Et nous aidons également la livraison de produits de base. D'ailleurs, c'est en France que Uber s'est implanté en premier en 2008 et nous cherchons à lier les communautés entre elles. Mais cela ne sera un succès que si les villes s'épanouissent et nous voulons améliorer notre plateforme. Nous n'arrêterons jamais de vouloir améliorer notre plateforme. Cela fait longtemps que nous travaillons. Nous allons encore avoir beaucoup de travail, mais nous sommes déterminés à regagner votre confiance. Je suis fière de mon entreprise aujourd'hui. Et je vous demande de nous juger sur ce que nous avons fait ces 6 dernières années et sur ce que nous ferons dans les années à venir. Merci. Bonjour, Monsieur le PDG, Monsieur Khosrowshahi. Je souhaite vous poser une question au sujet du Better Deal que vous avez réalisé. Et j'ai relu avec attention l'article sponsorisé qui date de février 2021, une meilleure offre pour les travailleurs des plateformes européennes. Dans ce document, vous défendez votre stratégie au niveau d'Uber, qui est finalement d'encourager un meilleur dialogue entre les plateformes et les travailleurs. Et à cet effet, vous notez que certains pays européens montrent déjà la voie. Et vous citez la France. La France a achevé une série de réformes progressives augmentant le niveau de transparence et de choix que les plateformes devraient offrir aux travailleurs, tout en garantissant des protections telles que l'assurance obligatoire et la formation professionnelle. Et du coup, votre stratégie, en fait, qui vise à promouvoir un dialogue social
entre les plateformes, les États et les travailleurs m'amène à vous demander ce que vous pensez finalement, quelle est votre analyse de la politique française, de la création de l'ARPE en avril 2021, l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, jusqu'à la position de la France assez éloignée, voire opposée à la directive européenne de présomption de salariat. Et quelle est votre position par rapport à cette directive européenne de présomption de salariat qui est en ce moment en débat? Well, I think, first of all, when we Tout d'abord, look at our position here in France, we want notre to make position sure ici en that we France comply with all local est la regulations suivante. Nous voulons and nous laws. assurer que nous respectons toutes les réglementations, toutes les lois. Nous croyons, car nous écoutons nos employés, nous pensons qu'ils valorisent la flexibilité avant tout. La flexibilité de travailler quand ils le veulent, la flexibilité de travailler où ils le veulent, selon leurs propres termes, et la flexibilité de choisir une plateforme sur laquelle ils peuvent travailler. Une plateforme le matin, une autre peut-être le soir. Nous ne croyons pas que leur flexibilité devrait se faire au coût de la protection sociale et au coût de leur représentation sociale. La position donc que nous, la position qui est la nôtre, reflète les souhaits des travailleurs sur la plateforme à la fois en France et dans le monde entier. Donc cette flexibilité d'être votre propre patron, de décider quand vous travaillez, combien vous allez gagner, mais avec toujours une protection sociale. Donc un salaire minimum, un dialogue social, par exemple en France, qui résultait directement à une course minime, le prix minime d'une course. Et donc ça, c'était le résultat d'un dialogue social, le résultat d'un compromis. Le résultat de discussions que nous avons eues ensemble. Nous pensons donc qu'il peut y avoir une solution qui est bénéfique pour tous. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, ces protections n'étaient pas en place. En tant qu'entreprise, nous nous sommes adaptés parce qu'il était nécessaire de le faire. Nous avons écouté les gouvernements, les régulateurs. Et très franchement, si le fait de mettre en place ces protections fait qu'il est plus attrayant de venir travailler chez Uber, pour quelqu'un qui rejoint la plateforme, qui comprend que la flexibilité est au cœur de nos préoccupations, mais qu'il y a une protection sociale, alors cette personne saura quelles sont les attentes de l'entreprise et qu'elle sera représentée au sein de l'entreprise. Nous pensons que c'est la bonne marche à suivre et nous espérons que le Parlement de l'Union européenne écoutera les souhaits des travailleurs, des conducteurs qui veulent à la fois être leur propre patron, avoir de la flexibilité et être protégés. Alors, j'aurais souhaité que vous soyez un peu plus précis. Du coup, que pensez-vous de la création de l'ARPE en France? Est-ce que vous êtes satisfait de cette création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi? Et quelle est votre position à la fois sur la directive présomption de salariat telle que préconisée par le Parlement européen et la Commission européenne? Et que pensez-vous de la position de la France qui, a priori, n'est pas favorable à cette directive de présomption de salariat? Nous pensons que la création de ce nouveau cadre de dialogue social est une bonne nouvelle. Ce dialogue est nécessaire aujourd'hui et il le sera toujours à l'avenir pour les évolutions futures de notre modèle économique, à l'avenir, nos relations avec les gouvernements, etc. Donc c'est positif, nous continuerons à nous engager dans ce dialogue social. Quant à la directive européenne pour la présomption d'emploi, de salariat, eh bien, nous pensons qu'elle ignore tout à fait, qu'elle fait fi des souhaits des travailleurs. Et parfois, je me demande si les personnes qui l'ont créée, cette directive, ont réellement écouté les travailleurs des plateformes. Parce que la seule chose que l'on
retiens de toutes ces conversations, c'est que l'indépendance est au cœur des valeurs de ces travailleurs. Elle peut créer des incertitudes. Cette présomption peut créer des incertitudes. Une situation précaire, elle peut lier à des centaines de milliers de personnes au chômage en Europe. Et ce n'est pas qu'une théorie. C'est tout à fait réel. Par exemple, à Genève, où les conducteurs de transport sont des employés, 70% des travailleurs ont perdu cette occasion de travail. Donc des milliers de personnes se sont retrouvées au chômage. Les taux de salaire ne se sont pas améliorés. Les prix ont augmenté pour les consommateurs. La couverture a diminué pour les petites villes et parmi certaines communautés également. Finalement, le résultat est tout à fait négatif. Encore une fois, je ne parle pas de théorie, d'études, c'est la vraie vie, si je puis dire, le vrai monde dont nous parlons aujourd'hui. Donc je pense qu'à l'avenir, il faut dire que la France n'est pas seule à vouloir améliorer cette directive. Cette directive ne reflète pas, selon moi, les besoins et les souhaits des travailleurs. Aujourd'hui, il nous faut nous concentrer sur la manière dont nous pouvons améliorer les conditions de travail des travailleurs et améliorer effectivement leur flexibilité et leur indépendance. Alors, Monsieur Khosrochaï, on peut donc en conclure que, à la lecture de votre tribune et du Better Deal, qui était donc défendu par votre plateforme, d'ailleurs avant la création en France de l'ARPE, votre stratégie qui est de défendre un dialogue social et des droits des travailleurs permettait aussi pour vous, avec vos mots, de respecter la flexibilité et le souhait d'indépendance des travailleurs. Pour mes mots, cela permettait aussi, et c'est une stratégie qui permet à Uber de pouvoir montrer qu'il concède un dialogue social et des droits sociaux, mais en échappant à toute requalification en salarié. Et je constate que c'est exactement la stratégie qu'a pu suivre le gouvernement français, ainsi que le gouvernement précédent sur les deux précédentes mandatures, et que vous retrouvez finalement la même position que le gouvernement français vis-à-vis de la directive. Je voudrais néanmoins vous préciser ce que le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation a pu dire lors de son audition concernant en fait la question en fait du salariat, du lien de subordination, qui peut répondre à cette question du souhait d'indépendance, comme vous le dites, de certains travailleurs. Il disait « L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination que celles-ci ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité professionnelle. En d'autres termes, peu importe que le contrat ait été signé ou non, qu'il soit qualifié ou pas de contrat de travail, il appartient toujours au juge de vérifier dans les faits si un lien de subordination est caractérisé. » En clair, dans notre droit français, droit du travail, ça n'est pas le travailleur qui choisit d'être indépendant ou d'être salarié, c'est de fait les conditions de sa subordination qui déterminent si en fait il faut absolument un contrat de travail salarié parce que manifestement il est dans un rapport de subordination et le chauffeur VTC ne fixe pas le tarif des courses. Vous avez dit qu'il était libre de travailler quand il voulait, comment il voulait, mais en fait, de fait, il est dans une telle précarité et paupérisation du fait de la baisse régulière du tarif des courses et de l'augmentation régulière de la contribution que prend Uber qu'il est obligé de travailler de manière dans une amplitude horaire par jour, par semaine et par mois et sur l'année extrêmement forte, avec une perte de liberté et avec aussi cette problématique de la déconnexion quand la plateforme le décide et sans droit véritablement de regard. Donc, est-ce que vous comprenez qu'en fait, il y a là, manifestement, un désaccord complet entre cette orientation-là que vous défendez et la réalité du droit du Code du travail? Et finalement, est-ce que le projet engagé par Uber et suivi par plein d'autres plateformes, et que certains ont parlé d'ubérisation, on pourrait aussi l'appeler capitalisme de plateforme, vise depuis le début à contourner de fait, à échapper au Code du travail,
à faire croire qu'on est dans une relation, mise en relation de travailleurs indépendants et d'une clientèle pour un service, alors qu'en fait, nous sommes sur des faux indépendants et finalement, soit un travail, soit face à une problématique de travail dissimulé ou de prêt illicite de main-d'œuvre. Well, with respect, Tout le respect que je vous we dois, don't believe that the nous French ne legal pensons pas que le cadre juridique français est, à l'heure où nous parlons, stabilisé. D'ailleurs, beaucoup de tribunaux en France ont précisément tranché en faveur de l'indépendance. Je pense que votre présentation des travailleurs comme étant subordonnés ne reflète pas les faits sur le terrain. Le fait est que notre plateforme est une plateforme que nos coursiers et chauffeurs choisissent d'utiliser ou choisissent de ne pas utiliser. Ils sont de fait responsables de leur propre travail, ils sont responsables eux-mêmes, ils peuvent décider d'utiliser la plateforme si elle répond à leurs besoins en matière également de protection sociale, de recettes, y compris l'assurance accident que nous offrons par l'entremise de partenaires également. Et nous pensons qu'il s'agit d'un cadre équilibré, d'une relation équilibrée entre la société et les travailleurs qui choisissent de travailler en utilisant notre plateforme. Donc, vous savez, je ne suis pas expert juridique sur le terrain. Nous avons toujours eu pour intention de respecter la loi. Nous prenons part à un dialogue social avec les coursiers et les chauffeurs. Et ce dialogue social n'est pas lié à des questions d'obligations juridiques, mais il vise à établir un cadre équilibré dans le cadre duquel les coursiers et les chauffeurs peuvent continuer de disposer de cette marge de manœuvre, cette souplesse, cette indépendance, tout en jouissant d'assurance et de protection également. Je me permettrai de répéter à chaque fois que nous espérons que vous serez à l'écoute des souhaits des coursiers et des chauffeurs, à savoir qu'ils nous ont dit à répétition qu'ils ne souhaitent pas être employés, ils ne veulent pas devoir choisir entre une protection et des prestations et la souplesse qu'ils valorisent tant. Les travailleurs des plateformes qui sont représentés dans l'ARPE, pour certains, pour ceux qui défendent l'indépendance, le statut d'indépendant, en fait, ont exprimé lors des auditions auprès de la commission d'enquête parlementaire qu'ils souhaitaient, pour être enfin respectés comme vrais indépendants, fixer eux-mêmes leurs tarifs et prendre part pleinement à l'ensemble du partage de la valeur. Que dites-vous de cela? Pour eux, ce sont deux critères importants pour que leur statut d'indépendant soit réellement respecté. Première chose. Deuxième chose, je réinsiste sur le droit français qui date depuis 1910 et qui a été conquis de haute lutte. Il estime que quand les liens de subordination sont avérés, il doit y avoir un contrat de travail. Si une plateforme y échappe, pourquoi d'autres entreprises ne feraient pas de même? Et à ce moment-là, c'est l'ensemble du Code du travail et l'ensemble du salariat qui est remis en cause. Comprenez que cela, pour nous, est absolument impossible et que la perspective de la directive européenne présomption de salariat est au contraire, en fait, la réaffirmation de notre état de droit. D'où l'enjeu pour nous de ce débat-là et le désaccord que nous avons en ce moment et qui nous amène à souhaiter qu'il puisse y avoir un débat à l'Assemblée nationale assorti d'un vote pour définir la position de la France définie. Mais là, cela va au-delà de vos prérogatives. In terms of alors, s'agissant des plateformes, le fait est que les coursiers et les chauffeurs prennent part à la croissance de la plateforme. Si l'on prend, par exemple, la croissance du dernier trimestre, il y a eu une croissance de 33% de la société. Et si l'on voit les recettes des coursiers et des chauffeurs ce dernier trimestre sur la plateforme, il y a eu quelques 13 milliards d'engrangés, avec une croissance de quelques 30% annuellement. C'est un rythme plus rapide que la croissance de l'entreprise. D'un point de vue mathématique, c'est donc dire que les coursiers et les chauffeurs
voient leurs recettes croître plus rapidement sur la plateforme. Et la plateforme elle-même affiche une croissance. Donc l'idée qu'Uber prenne une part plus importante est faux d'un point de vue mathématique. Nous devons livrer concurrence tous les jours pour le temps et l'attention des chauffeurs et des coursiers. Et cela, c'est le propre d'un marché concurrentiel. Et en même temps, la plateforme maintient une indépendance tout en fournissant des recettes très solides, ainsi qu'une protection sociale qui continue de se renforcer et continueront de se renforcer à mesure que nous prenons part à un dialogue social avec les représentants des chauffeurs et des coursiers. Encore une fois, je vous dirais que cela relève du droit français. Beaucoup de tribunaux français ont tranché en faveur de l'indépendance. Je crois que c'est donc un débat qui se poursuit et nous continuerons de rester à l'écoute des souhaits des chauffeurs et des coursiers. Il faut être conscient du temps pour M. Khosrowshahi. Donc je vais d'abord laisser la parole à Mme Rouleau pour une dernière question. Allez-y, posez vos questions. Voilà. Bonjour monsieur. J'ai 3 questions en fait. Première question, vous avez dit nous voulons au contraire que les villes européennes soient plus vertes. Alors pensez-vous que justement l'existence de ces plateformes préserve la nature et ne contribue pas au contraire à davantage de pollution puisqu'il faut livrer... voilà. Première question. Deuxième question, donc sur le fait que vous pensez que vous voulez des villes plus vertes. Deuxième question, nous accompagnons de manière gratuite, il me semble que vous avez dit, vous allez me reprendre si c'est pas ça, les migrants ou les personnes, vous allez me préciser le mot parce que je l'ai oublié, le mot que vous avez employé exactement. Nous accompagnons de manière gratuite, donc je voulais vous préciser pourquoi vous avez dit cela, quel rapport en fait avec Uber, quelle est la philosophie, qu'est-ce que voilà, j'ai pas bien compris, je voudrais que vous me précisiez ça. Et troisième question, vous parlez de choix, vous dites que les indépendants choisissent d'être sur une plateforme, mais en même temps, vous avez dit que la création de ces plateformes était utile justement pour les gens qui étaient au chômage. Et pensez-vous donc qu'il y ait beaucoup de gens qui aient le choix, surtout quand ils sont au chômage ou surtout quand ils sont en situation irrégulière. Moi, pour ma part, je pense qu'ils n'ont pas de choix et je pense que ça peut tirer, si vous voulez, les salaires vers le bas. Et c'est en ce sens que certains sont inquiets, effectivement, et voudraient peut-être le statut de la protection en fait, du droit du travail, parce que en fait, ces gens, la plupart des gens qui, soi-disant, sont indépendants sur Uber ne le sont pas tant que ça. Et est-ce que ça ne crée pas, enfin, une concurrence déloyale avec les entreprises classiques qui ont leur siège en France? J'en avais 4 questions, en fait. Alors, je peux répéter pour la traductrice, hein, parce que c'est un métier difficile, je sais. Je peux répéter pour la traductrice si elle le souhaite, ou le traducteur. La traductrice, voilà. Madame, pourriez-vous juste me répéter la deuxième question, demande monsieur, s'agissant des migrants? La question n'était pas très claire. Parce que j'ai noté, exactement, mais j'ai noté, nous accompagnons de manière gratuite, et il me semble de mémoire que c'était les migrants ou des personnes en situation régulière. J'ai loupé le mot, donc ça, on peut me le préciser si quelqu'un a mieux entendu que moi. Nous accompagnons de matière gratuite. Ça m'a fait tilt et je me suis dit, il faut que j'interroge sur cela parce que j'ai pas bien compris votre philosophie ou ce qu'il y avait derrière, ce que vous vouliez dire en quelque sorte. Et pourquoi ça fait partie de vos objectifs. Gratuit, voilà, je comprends pas trop. Merci de vos questions, Madame. S'agissant de la pollution et de la congestion du trafic, bon, les gens continueront de se déplacer. Il y aura des endroits qui nécessiteront ces transports. Il y aura toujours une demande en transport et une augmentation du telle demande en transport dans des économies saines de Parlement. Nous, ce que nous avons déterminé, c'est que nous voulons être absolument chef de file en matière d'électrification des flottes de transport
est la plateforme la plus propre sur Terre en matière de transport à la demande. Et pour cela, il faut consentir des investissements conséquents et il faut également tisser des partenariats avec les administrations locales, avec d'autres entreprises privées qui tentent de réaliser une croissance durable et un avenir durable. Aux États-Unis et en Europe, nous avons réussi à mener notre activité sans émissions et que notre flotte soit entièrement électrique d'ici 2030 et qu'il n'y ait plus d'émissions d'ici 2040 partout dans le monde. Alors c'est encore une transition à l'étape embryonnaire. Si on pense à un chauffeur Uber qui conduit beaucoup plus de kilomètres qu'un conducteur moyen, les conducteurs d'Uber sont les premiers qui devraient passer de voitures alimentées au diesel à des voitures électroniques. L'incidence sur l'environnement sera extrêmement importante. Nous nous sommes engagés à investir plus de 800 millions de dollars de notre propre poche pour l'entremise de partenariats pour pouvoir accompagner cette transition. Cela fait intervenir par exemple la réduction de nos commissions sur les courses en voiture électrique, de sorte que le coursier ou le chauffeur jouit d'incitatifs économiques pour acheter un véhicule électrique en plus des subventions existantes. Nous voulons donc jouer notre part à cet égard. Une initiative très importante pour nous, c'est le gaspillage alimentaire. Et Uber Eats est chef de file en matière de lutte contre ce fléau. Nous travaillons avec des restaurants locaux, notamment, pour les aider à faire l'achat à rabais d'emballages durables et d'étiqueter les emballages durables pour que les consommateurs qui veulent jouer et apporter leur pierre à l'édifice peuvent consommer des aliments d'endroits qui ont des emballages durables également. Donc nous avons toujours fait preuve d'esprit d'équipe. Nous sommes chefs de file, nous amorçons cette transition. Il y aura toujours des besoins en demande et des demandes en livraison et en transport. Mais nous voulons que la demande se reflète sur le marché par l'utilisation de voitures propres ou électriques et avec des emballages durables. Et nous serons tout à fait présents à cet égard. Cela vient avec des coûts, certes, mais il en va de notre responsabilité envers le monde et envers les villes où nous travaillons. Et nous pensons que cela profite à notre entreprise également. Lorsqu'un consommateur dit « je vois que Uber est Uber Green ou Uber Vert », il peut se dire qu'il a pris une bonne initiative. En Californie, aujourd'hui, il y a tout un pan de kilomètres qui sont desservis par des véhicules électriques. Et il y a quelques 15 kilomètres à Londres qui sont également desservis par ces véhicules électriques. Donc il y a encore beaucoup de marge d'amélioration pour être écologique. Vous avez parlé des réfugiés, donc je passe au deuxième sujet qui est donc beaucoup plus sérieux. Alors c'est une activité que nous avons pilotée en Ukraine. Comme vous le savez, nous nous tenons solidaires de l'Ukraine. Nous avons une présence en Ukraine et à Kiev notamment. Et une fois que la guerre est survenue, pour la sécurité de nos employés, nous avons arrêté nos activités. Un certain nombre de nos employés sont arrivés en Pologne. Mais les gouvernements, les villes en Ukraine nous ont dit qu'ils avaient besoin de notre aide et d'un réseau de transport. Donc, de fait, nous avons relancé nos activités en Ukraine. Nous avons élargi le nombre de villes où nous exploitons notre flotte. Et dans le cadre de nos activités, nous offrons un transport gratuit à l'intention des réfugiés qui quittent l'Ukraine et qui ont besoin d'un transport. Donc ce n'est pas une entreprise rentable, certes, mais il en va de la responsabilité de notre entreprise que d'être sur le terrain. Nous sommes très différents d'autres entreprises technologiques en ce sens que nous avons beaucoup de codeurs dans le monde virtuel. Nous avons aussi des personnes sur le terrain, concrètement, dans les villes où nous travaillons. Et nous sommes présents. C'est donc dire que quand une ville a des besoins, et les besoins sont criants en Ukraine, nous sommes présents. Cela implique de transporter gratuitement des réfugiés. Cela signifie qu'il faut une version différente d'Uber pour qu'on puisse tenir compte des particularités culturelles du pays. Et donc pour votre troisième question,
Alors, oui, effectivement, il s'agissait... Pardon. Donc, je pense que pour votre troisième question, c'est tout à fait pertinent, cette troisième question. Quelqu'un qui est au chômage, qui a besoin de travail et de protection, certes, notre plateforme est une plateforme qui représente un choix très fort, très clair pour les personnes en besoin de travail. C'est une plateforme très souple qui vous permet de travailler avec la plateforme quand vous le voulez, où vous voulez, et sont les modalités que vous souhaitez. Le fait est que notre plateforme est très concurrentielle avec les autres plateformes sur le marché. Vous avez le choix entre avoir un emploi à temps plein ou travailler sur une plateforme ou travailler sur une plateforme rivale, Deliveroo ou d'autres. Ce sont là des choix qui s'offrent aux travailleurs. Et nous souhaitons être une plateforme qui permet aux travailleurs d'avoir une certaine souplesse avec la plateforme tout en bénéficiant de protection et de droits. Et nous souhaitons vivement poursuivre le dialogue social pour nous veiller à ce que ces droits et ces protections continuent d'évoluer, de se renforcer. Parce qu'encore une fois, cela permettra d'attirer davantage de coursiers, de chauffeurs vers la plateforme Uber. Mais c'est en réalité une question de société. Une personne qui est au chômage, qui est dans une passe difficile par rapport à la société, cette personne devrait avoir différents choix, devrait avoir différentes agences. Il devrait avoir la possibilité de choisir, en fait, le pouvoir de choisir ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Nous pensons que notre plateforme fait partie de ces choix. C'est un choix sûr et il est très important pour nous de nous assurer que la documentation est en place, que les processus d'identification sont en place, que notre plateforme est sécurisée à la fois pour les clients mais également pour les chauffeurs. L'identité de chacun est vérifiée, tout l'historique de chacun, les statuts d'immigration par exemple sont vérifiés. Voilà ce que nous voulons assurer. Nous voulons aider les gens qui parfois passent par des moments difficiles. Je suis désolée. Je sais que vous avez encore beaucoup de questions sur la France de manière plus spécifique. Je dois partir, mais j'aimerais que Pierre-Dimitri et Andrew, qui sont ici, j'aimerais leur laisser la parole. Ils répondront à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je vous remercie énormément pour cette occasion de contribuer à votre travail. Merci. Est-ce qu'il est possible, juste une petite question très rapide, s'il vous plaît. Nous avons appris par voie de presse hier que Uber Technologies NC va proposer des voitures sans chauffeur sur sa plateforme de covoiturage et de livraison de nourriture, notamment à Phoenix, en Arizona. Est-ce que, du coup, ce modèle de voiture sans chauffeur ne va pas remettre en cause ce que vous dites du modèle Uber qui permet le choix de travailler sous statut indépendant et de sortir du chômage? C'est une bonne question. Nous ne développons pas de technologie, c'est un partenariat avec Waymo. Nous travaillons avec des écosystèmes très complets. Nous travaillons avec des chauffeurs, avec des flottes de véhicules, avec des agences de location de véhicules, Hertz par exemple. Nous travaillons également avec des agences qui développent des véhicules autonomes. Tant que le véhicule est sécurisé, que le service est sécurisé, en réalité, notre intérêt dans la technologie est grand. La technologie se développe très rapidement, mais à la fois, tout ça est très lointain. Cela ne va pas devenir une partie intégrante de notre service de sitôt. Il s'agissait d'un partenariat, c'est une technologie que nous testons. Si vous me demandez, si vous me posez la question, est-ce que dans 10 ans, il y aura plus ou moins de coursiers et de chauffeurs? Je pense qu'il y en aura beaucoup plus, en fait, beaucoup plus de conducteurs humains. Merci encore pour cette occasion de m'avoir laissé m'exprimer. Je vous souhaite une excellente journée, Monsieur Khosrowshahi. Bien, nous allons reprendre. Merci. Est-ce qu'on doit suspendre? Non, on peut enchaîner directement. Voilà, très bien. Bien, chers collègues, nous reprenons le cours de notre audition des représentants du groupe Uber avec Monsieur Andrew Byrne, directeur des affaires publiques du groupe Uber, et Pierre-Dimitri Gorcotti, ancien directeur Europe de l'Ouest de la société Uber et actuel directeur d'Uber Eats. Vous étiez tous deux dirigeants de la société Uber entre 2013 et 2017, correspondant à la période décrite par les Uber Files, de sorte que votre audition nous est parue indispensable.
Compte tenu de l'ensemble des auditions que nous avons conduites et dont vous avez sûrement eu connaissance grâce au compte-rendu en ligne et à la retransmission en différé, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Nous vous avons donc envoyé un questionnaire en amont de cette audition pour vous permettre de vous y préparer et je vous remercie pour les réponses que vous nous avez déjà apportées. Je précise que le garde des Sceaux m'a informé par courrier du 9 mai 2023 d'une procédure judiciaire en cours engagée à l'encontre de M. Pierre-Dimitri Gorcotti, dont je ne connais pas l'objet. Aussi, en raison du principe de séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires, je remercie d'avance M. Gorcotti de nous indiquer, le cas échéant, s'il ne peut répondre à certaines de nos questions en raison de cette procédure. De façon liminaire, de quelle manière qualifierez-vous les méthodes de lobbying et l'implantation de la société Uber en France entre 2013 et 2017 révélées par les Uber Files? Quelles ont été, vos réactions aux Uber Files? Pouvez-vous nous préciser le type d'échange que vous avez eu durant cette période avec les pouvoirs publics, les décisions que vous avez essayé de promouvoir ou les évolutions du cadre législatif ou réglementaire? Et nous venons d'en parler avec votre ancien collègue M. Kopp, nous en avons aussi parlé avec Marc Magan. Quel regard portiez-vous sur le cadre réglementaire et législatif français à l'égard des VTC, de votre profession, de votre entreprise, en 2017, à la fin de la période couverte par les Uber Files? Ma question s'inscrit notamment dans la continuité du propos de M. Magan, qui, après avoir décrit et dénoncé les méthodes de lobbying d'Uber, a toutefois considéré que leur résultat était très décevant, disant tout ça, pour le citer, et qu'au final, les différentes dispositions, loi Thévenoud, loi Macron, loi El Khomri, puis loi Grand-Guillaume, avaient renforcé l'encadrement, la régulation à l'encontre des VTC. Au cours de nos travaux, nous avons pu longuement évoquer l'activité du service Uberpop, qui avait été considérée comme illégale à l'origine de nombreuses manifestations de la part des représentants de taxi. Pouvez-vous expliquer les raisons pour lesquelles la société Uber a maintenu ce service jusqu'en juillet 2015, alors qu'il avait été jugé illégal par le tribunal correctionnel le 16 octobre 2014 ? J'aurais d'autres questions, et notamment, M. Gorcotti, beaucoup de questions en l'occurrence sur Uber Eats aujourd'hui et la question de la livraison, mais on va peut-être commencer avec cette série et après on aura le temps de poursuivre. Avant de vous laisser la parole pour vous présenter et répondre à ces premières questions en quelques minutes, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Messieurs, je vais donc vous inviter l'un après l'autre à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je jure. I swear. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Je le jure. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai rejoint Uber au début de ma carrière, il y a plus de 10 ans, convaincu de l'impact positif que la technologie, notamment le smartphone, pouvait avoir sur la mobilité géographique et économique de millions de personnes à travers le monde. Cette conviction motive toujours mon engagement aujourd'hui. Comme je l'ai dit publiquement, je regrette certaines des méthodes utilisées à l'époque pour installer notre modèle. Le secteur des taxis n'avait jamais connu d'ouverture et a réagi avec violence. Uber est parfois passé en force. J'en ai personnellement subi les conséquences. Le procès pénal dont je fais l'objet en France est l'une de mes plus grandes épreuves et certainement aussi mon plus grand apprentissage. Comme notre CEO l'a exprimé en introduction, nous avons clairement reconnu les erreurs du passé. Ces erreurs ont fait l'objet de nombreux articles, bien avant la publication des Uber Files, et nous ne les contestons pas. Mais Uber a changé radicalement depuis l'arrivée de Dara Khosrowshahi à la tête de l'entreprise fin 2017. Nous sommes passés d'une ère de confrontation à une ère de dialogue. Nous avons bâti des terrains d'entente et de collaboration avec les pouvoirs publics et avec l'ensemble des acteurs du secteur. Comme vous, je lis la presse, je vois les critiques qui s'expriment à l'égard de nos activités et j'aimerais profiter de ce bref propos pour vous réitérer aussi clairement que possible que notre priorité, ma priorité, est de bâtir une activité pérenne, apaisée et qui s'inscrit pleinement dans le tissu socio-économique européen. Ma priorité est d'offrir des opportunités attractives aux travailleurs, des services de qualité aux consommateurs et pour tous, plus de protection et de sécurité.
En France, tout particulièrement, nous sommes déterminés à avancer dans la voie du dialogue social avec les partenaires sociaux pour continuer à améliorer les conditions d'activité des chauffeurs et livreurs, peu importe l'application qu'ils utilisent. Nous investissons aussi massivement dans les outils technologiques de pointe pour lutter contre la fraude. En parallèle, nous testons plusieurs programmes d'insertion pour jouer pleinement notre rôle de tremplin social dans les territoires. Enfin, notre taille signifie que nous pouvons jouer un rôle important dans l'accélération de la transition énergétique de tout le secteur. La décarbonation est désormais l'une de mes grandes priorités stratégiques. À nouveau, je ne chercherai pas à justifier des comportements passés qui ne sont pas conformes à nos valeurs actuelles d'entreprise. Je suis reconnaissant d'avoir pu jouer un rôle dans la transformation de l'entreprise, fier du chemin parcouru et conscient qu'il reste encore beaucoup à accomplir. Je me tiens à votre disposition, je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions dans le cadre de ce que mes responsabilités de vice-président en charge de l'activité livraison au niveau monde m'amènent à suivre et avec le soutien d'Andy Byrne pour la partie VTC. Merci. Bien. On aura, comme je vous l'ai dit, il y a deux volets de questions, je pense, sur à la fois les Uber Files et les livraisons. Si vous me permettez de poser quelques questions sur la question de la livraison, est-ce que vous pouvez nous présenter les activités d'Uber Eats en France, le nombre de livreurs partenaires, le nombre de livraisons auxquelles vous livrez, si vous me permettez cette répétition, moyenne par jour ou par an, et le revenu moyen de vos livreurs? Oui, bien sûr. Alors, je précise que certaines de ces informations ont été fournies en amont, mais je les ai devant les yeux et je suis ravi de les présenter. Peut-être pour vous donner une idée, dans un premier temps, de où en est Uber Eats en France et à travers le monde. Aujourd'hui, en France, Uber Eats est une activité, une application qui est utilisée par près de 65 000 coursiers qui utilisent l'application. C'est une application qui a été téléchargée près de 18 millions de fois et je dirais qui se caractérise par un ancrage local très fort. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nous opérons dans 340 agglomérations à travers le pays, dans des agglomérations de moins de 10 000 habitants. Nous avons noué des partenariats avec près de 45 000 restaurants et commerçants, qui pour 70% d'entre eux sont des indépendants. Nous avons également nous jouons un rôle de premier plan dans le sport avec notre partenariat et notre sponsoring de l'équipe de France de football. Et nous avons évidemment des équipes locales, pas simplement à Paris, mais à travers la France, qui soutiennent, encouragent et travaillent avec les différents partenaires que nous avons. Donc je dirais un ancrage local qui est très fort. Nous sortons évidemment de la pandémie et je me permets d'ajouter l'impact important que la livraison au sens plus large et Uber Eats ont pu avoir pendant cette pandémie. À peu près 5000 restaurants ont rejoint l'application pendant la période, ont décidé pour beaucoup de se lancer dans la livraison, qui était une activité nouvelle et qui a permis à beaucoup de tenir. Aussi bien des petits restaurants indépendants que des plus grands, des chefs se sont même lancés dans des activités de livraison. Nous avons mis en place tout un tas d'initiatives pour améliorer la situation de ces restaurants pendant une crise majeure, la crise majeure qu'ils ont tous connue, que ce soit réduire nos frais d'activation, couper nos commissions sur les livraisons les commandes à emporter et jouer un rôle également en offrant des milliers de repas dans les EHPAD au personnel de santé. Donc je dirais que c'est la situation de l'application Uber Eats aujourd'hui. Et ce qu'on observe, c'est qu'après cet essor et cet engouement qui a été entraîné par la crise du Covid, les essors perdurent et on continue aujourd'hui d'apporter une solution aussi bien aux coursiers, aux travailleurs indépendants qu'aux utilisateurs qui utilisent nos services pour gagner du temps, pour améliorer leur quotidien. Je vous remercie. En effet, il y a un certain nombre de ces données qui sont, et je note que vous avez demandé de ne pas communiquer officiellement sur les données chiffrées, mais je précise qu'elles sont là. Je vais vous parler de la sous-location de compte. Encore une fois, c'est en page 5 que vous en parlez, mais j'aimerais bien vous interroger un peu plus en détail. Vous parlez d'un système d'identification en temps réel. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire combien vous avez d'individus au sein d'Uber France qui travaillent sur cette question des contrôles d'identité et de la lutte contre la sous-location, contre ce travail dissimulé?
à quelle fréquence, et puis surtout s'il y a eu une évolution de vos pratiques dans les derniers mois ou les dernières années, notamment suite à un certain nombre de révélations par la presse ou la justice d'abus. Oui, bien sûr. Alors, si vous me le permettez, je vais passer quelques minutes sur le sujet de la fraude au sens large, qui est un sujet que nous prenons évidemment très à cœur et qui est une priorité depuis maintenant plusieurs années. Globalement, la fraude sur la plateforme Uber Eats ou sur les plateformes de livraison peut se manifester de deux manières. Vous avez d'une part ce qu'on appelle la fraude documentaire, qui consiste en fait à utiliser des faux documents d'identité pour accéder à l'application et se créer un compte de livreur. C'est un premier volet de fraude. J'expliquerai ce que nous faisons dans ces cas de figure et comment nous gérons cet aspect. Le deuxième aspect auquel vous faites allusion est ce qu'on appelle la fraude à la sous-location de compte, qui consiste pour un livreur qui a effectivement un compte, des papiers d'identité de manière légale sur notre application, de louer ce compte et de permettre à des personnes qui n'auraient pas pu accéder elles-mêmes à l'application d'utiliser nos services. Ce sont les deux vecteurs de fraude. Depuis plusieurs années maintenant, nous mettons en place tout un tas d'initiatives pour lutter contre ces deux phénomènes. Sur le premier phénomène, qui est la lutte documentaire, la fraude documentaire, pardon, nous avons lancé un audit majeur de notre plateforme au début de l'année 2022, qui a conduit à la désactivation de près de 2500 coursiers sur les 65 000 que nous avons audités. Et nous avons mis en place à cette occasion l'utilisation d'une société tierce qui s'appelle Hubble, une société de technologie, qui est une société approuvée par l'ANSSI en France, qui désormais valide de manière vidéo l'ensemble des candidatures et des papiers d'identité qui sont fournis par des coursiers qui veulent s'inscrire sur notre plateforme. Donc ça, c'est un premier point, ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire. Et les méthodes, je dirais, s'améliorent, la fiabilité des méthodes s'améliore. Sur le volet de la sous-location en particulier, et pour en venir plus précisément à votre question, nous avons déployé en 2009, et nous étions les premiers à le faire, une solution de contrôle par selfie qui, en deux mots, consiste, en tant que coursier, à recevoir une notification à des moments aléatoires qui demande à un coursier de prendre une selfie de lui-même ou d'elle-même, qui est comparée automatiquement à une base ou à la photo qui a été récupérée lors de cette inscription. C'est quelque chose que nous avons lancé dès 2019 et je dirais qu'il n'a eu de cesse que de s'améliorer au fil des années. Aujourd'hui, on a une fiabilité de nos modèles qui est très supérieure à ce qu'elle pouvait être en 2019. Ces contrôles se font de manière à minima hebdomadaire, qui est d'ailleurs l'engagement que nous avons donné au gouvernement lorsque nous avons signé avec toutes les plateformes une charte au début de l'année, au milieu d'année 2022. Ces contrôles se font donc à minima une fois par semaine et se font jusqu'à une fois par jour quand nos systèmes détectent des signaux faibles ou forts de fraude potentielle. Donc c'est aujourd'hui ce qui est fait pour lutter contre la fraude. Vous m'avez demandé le nombre de personnes qui contribuent à la vérification de ces documents. Nous avons aujourd'hui, je crois, à peu près 120 personnes, on vous l'a fourni dans les documents, 123 agents qui sont chargés de la validation des documents d'identité et des contrôles en temps réel qui sont faits par selfie. Merci. C'est intéressant comme réponse parce que je crois d'ailleurs que vous le mentionnez, d'autres acteurs visiblement ne mettent pas en place de contrôle aléatoire. Et on utilisait comme explication que la technologie ou les processus étaient encore insuffisants pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, tout en restant modeste quant aux progrès que nous devons continuer de faire, je suis à peu près certain que Uber Eats est un leader en matière de fraude dans le secteur et je pense que nous sommes les seuls aujourd'hui à tenir l'ensemble des engagements qu'on a pu donner au gouvernement dans la signature de cette charte. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas des progrès continuels à faire et nous les faisons. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui nous avons l'ambition et nous considérons être un leader sur le domaine. Illustré par exemple par le fait d'avoir lancé dès 2019, donc il y a maintenant près de 4 ans, ces contrôles par selfie. Sur l'aspect aléatoire des contrôles, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si le contrôle a lieu chaque jour à la même heure, chaque semaine à la même heure, il devient évidemment plus facile pour le coursier de s'arranger, de mettre en place une fraude, de rencontrer une personne.
Ce qu'on ne voit peut-être pas dans les chiffres que je vous donne et dans l'explication, je dirais, assez haute du phénomène, ce sont toutes les micro-innovations que nous mettons en place pour lutter et rendre ces contrôles les plus fiables. À titre d'exemple, quant à la fraude documentaire, jusqu'à il y a quelque temps, il était possible, on vous demandait effectivement d'uploader sur notre plateforme une photo de vos documents d'identité. Cette photo pouvait être uploadée depuis la librairie de photos de votre téléphone. Un simple changement consistant à dire on interdit le fait d'uploader une photo qui existe sur votre téléphone, mais on demande que la photo soit prise à l'instant T en temps réel. Ce genre de choses, évidemment, sont plein de petites innovations qui permettent de combattre la fraude au maximum. Ce que nous faisons, par exemple, vous parliez de la sous-location de compte, évidemment, on s'assure que si je vois une demande de selfie apparaître en tant que coursier sur mon téléphone, qui me demande donc de valider mon identité, si on observe que ce coursier soudainement se déconnecte de son application sur son téléphone et qu'un autre téléphone plus loin est utilisé pour se reconnecter, c'est des choses qu'on est capable de contrôler et qui déclenchent une désactivation immédiate. Donc je dirais il y a plein de, au-delà de la réponse générique de l'aspect selfie que nous avons depuis 2019, les deux exemples que je viens de vous donner sont des exemples de toutes ces micro-améliorations qui sont faites chaque semaine, chaque mois, pour continuer d'améliorer la fiabilité du système et réduire au maximum le phénomène de fraude sur la plateforme. Est-ce que je peux vous demander aussi comment vous sélectionnez le livreur qui va être choisi pour pouvoir faire une course? Est-ce qu'on est juste dans une logique de distance et de disponibilité? Est-ce que c'est un algorithme qui évalue les livreurs selon leur rapidité ou fiabilité ou leur historique de course? Alors, les deux grands paramètres qui sont les plus importants dans l'expérience, je dirais, d'un livreur quant au volume de course qui est distribué, c'est d'une part, évidemment, l'allocation de la course, à quelle personne est-ce qu'une course est proposée, et la deuxième chose, c'est la tarification. Évidemment, quelle est l'offre qui est proposée, qu'un livreur ou une livreur est libre d'accepter ou de refuser. Sur ces deux éléments fondamentaux, les caractéristiques individuelles des livreurs ne rentrent pas en compte. Que vous ayez accepté chacune des livraisons qui vous ont été proposées, refusé 90% de ces livraisons ne change rien. L'allocation est faite exclusivement sur la distance qui vous sépare du restaurant en question, du client final, et non pas sur des critères qui pourraient être liés à l'aspect individuel du coursier. Et il en est de même pour la tarification. Est-ce que je peux vous demander aussi, donc vous nous précisez qu'il y a au final une infime minorité de livreurs qui travaillent pour Uber Eats à plein temps, enfin, en tout cas à 35 heures par semaine. Est-ce que vous avez une évaluation des profils de ces livreurs, de ce que peuvent être leurs activités complémentaires? Sont-ils livreurs sur d'autres plateformes? Avez-vous des statistiques et sinon quels sont leurs profils professionnels, des étudiants, etc. Alors, les informations que j'ai là-dessus concernant le marché français en particulier, donc 65 000 livreurs utilisent l'application Uber Eats en France. La moyenne d'âge est jeune, donc ce sont des gens qui sont jeunes, 25 ans, et la moyenne d'âge sur la plateforme, qui effectivement utilisent la plateforme de manière complémentaire, avec en moyenne 10 heures d'activité sur la plateforme par semaine. 70% de ces livreurs nous disent avoir un revenu complémentaire à cela, ou une activité, je dirais, supplémentaire à cela. Et fondamentalement, et je crois que vous l'avez entendu un petit peu de la part de Dara Khosrochaï tout à l'heure, fondamentalement, ce qu'on entend beaucoup des livreurs à qui nous parlons, c'est deux choses. Premièrement, effectivement, la flexibilité. Ce sont des gens qui, pour la majorité, ne souhaitent pas être employés et valorisent la flexibilité de se connecter quand ils le souhaitent. Mais deuxièmement, ce qu'il faut, je pense, pas oublier, c'est que c'est une activité qui est accessible sans diplôme, dans lequel votre prénom ou la couleur de votre peau ou votre nom de famille ou la ville dans laquelle vous habitez n'entre pas en compte, et qui permet à des gens qui, pour un tiers, étaient au chômage avant d'avoir ce type d'activité, d'avoir un revenu et d'avoir un revenu décent, avec une volonté de notre part d'avancer de plus en plus vers plus de protection sociale, et notamment l'exemple des accords sociaux qui ont pu être faits, dont mon CEO a parlé tout à l'heure, sur lesquels je serais ravi de revenir.
Toujours sur ces sujets de mon côté, est-ce que vous pouvez nous parler des mesures que vous prenez sur la question des accidents? Évidemment, on a là des livreurs, parfois tard, sous la pluie. Est-ce que vous vous considérez comme responsable? Est-ce que vous avez un engagement auprès des livreurs pour les assurer ou les protéger en cas d'accident? Oui, alors évidemment, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Quand Dara a rejoint l'entreprise en 2017, évidemment, il a amené une succession de changements auxquels il a fait allusion tout à l'heure. L'un d'entre eux était de mettre la sécurité au cœur de nos priorités stratégiques. C'est devenu une des 3 ou 4 priorités stratégiques de la société pendant les 3 ou 4 années qui ont suivi son arrivée. C'est depuis devenu l'une de nos valeurs d'entreprise. Ce que ça veut dire en particulier sur le monde de la livraison, 2 grands domaines sur lesquels nous travaillons. Le premier pan, la prévention des accidents. Le deuxième pan, comment s'assurer que les protections sont les meilleures si un accident survient pour les travailleurs et les coursiers. Sur le domaine de la protection, de la prévention, pardon, nous faisons beaucoup de choses, que ça soit s'assurer par exemple que lorsque les bulletins Météo France indiquent des risques orange ou rouge, nous ne communiquions pas d'informations qui incitent les coursiers à prendre la route. Et je dirais au contraire quand c'est des alertes rouges dans lesquelles on communique en temps réel pour prévenir. Nous avons mis en place tout un tas de partenariats qui visent à amener du contenu au sein de l'application Uber Eats qui peut être consultable par les coursiers quant à l'équipement à avoir, quant à la meilleure manière de se conduire sur la route, quant à des rappels du code de la route. Et donc, je dirais, nous intervenons beaucoup en termes de prévention. Nous subventionnons du matériel de sécurité pour les coursiers, casques, gilets réfléchissants, qui leur permettent un accès à des tarifs préférentiels. Ça, c'est un des exemples de ce que nous faisons dans le domaine de la prévention. Le deuxième point important est que se passe-t-il lorsqu'un accident arrive? Nous avons mis en place une couverture avec AXA, et d'ailleurs la France a été le premier marché sur lequel cette couverture a été mise en place. Elle est depuis étendue à l'ensemble de nos marchés européens, qui permet une couverture santé et prévoyance pour les chauffeurs et conducteurs qui seraient victimes et livreurs qui seraient victimes d'accidents. Elle permet également, elle offre une responsabilité civile qui couvre les dommages qui pourraient être causés à des tiers. Et enfin, des financements en cas d'incapacité de travail, qu'un accident soit survenu lors de l'utilisation de l'application Uber Eats ou en dehors de cette plateforme. Enfin, le dernier sujet, peut-être en termes de sécurité, qui, je sais, est important également, ce sont les agressions dont s'est fait écho la presse à certaines occasions, les agressions de coursiers, notamment la nuit, comme vous l'avez mentionné. Là-dessus, nous avons signé un partenariat avec une société qui s'appelle Juridica, qui permet d'offrir gratuitement aux coursiers un accompagnement juridique qui leur permette, s'ils le souhaitent, de porter plainte et de prendre les actions en justice nécessaires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, je souhaiterais, moi, messieurs, vous poser des questions qui reviennent sur la période des révélations Uber Files, donc de la période 2014-2016, qui est l'objet de départ de notre enquête parlementaire. Alors, tout d'abord, vous avez, vous, Monsieur Pierre Dimitri Gorcotti, participé à cette rencontre le 1er octobre 2014 avec Monsieur Traïs Kalanick, qui est le vice-président du groupe, David Plouffe, qui était ancien conseiller de Barack Obama, et donc vous-même PDG d'Uber pour l'Europe de l'Ouest. Et vous avez donc rencontré à ce moment-là Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, depuis 5 semaines. Et cette première rencontre ne figurait pas à l'agenda du ministre à l'époque. Cette rencontre, ensuite, va être suivie d'une autre deuxième rendez-vous le 20 janvier 2015. Je ne crois pas que vous participez à ce deuxième rendez-vous, mais vous me direz, là, c'était sans doute un rendez-vous entre M. Traïs Kalanick et M. Emmanuel Macron. On est en train, vous savez, de recouper l'ensemble des données des Uber Files. Hein. Elles ont d'abord été transmises au consortium de journalistes et médiatisées par voie d'articles. Et depuis une semaine, notre commission d'enquête parlementaire a pu avoir, par le biais de lanceurs d'alerte, un bon nombre de documents qui ne
que nous avons épluchés, mais qui nécessitent encore beaucoup de travail. Je ne vais pas vous lire tous ces documents, mais vous citez quand même quelques éléments. À la suite du premier rendez-vous, M. Marc Magan envoie un message résumant à ses collaborateurs en un mot spectaculaire, du jamais vu. On quitte Bercy et on file à l'aéroport. Je vous tape un rapport dans la journée, beaucoup de boulot à venir, mais on va danser bientôt. Deuxième message va dire globalement, l'objectif du ministère de l'économie est d'avancer afin de clore le dossier VTC Taxi tout en évitant que trop de barrières soient imposées au développement du secteur VTC. Et finalement, on comprend que l'enjeu pour Uber, suite à l'adoption de la loi Thévenoud, c'est d'obtenir d'autres modifications du cadre réglementaire. Et d'ailleurs, on va avoir un message de Maxime Drouineau, lobbyiste d'Uber, qui est présent à la deuxième rencontre de Bercy, qui va envoyer un compte-rendu aux avocats de l'entreprise en disant « Monsieur Emmanuel Macron est favorable à une licence light pour les VTC et par conséquent un allègement significatif des conditions requises renforcées par la loi Thévenoud ». Et tous ces éléments-là, on va comprendre que ça va donner lieu à un deal, pour reprendre le terme même qu'Emmanuel Macron va utiliser, entre Emmanuel Macron et Travis Kalanick. Et Maxime Drouineau va même expliquer dans un message le plan en fait qui est élaboré entre Bercy et l'équipe d'Uber à laquelle vous faites partie, une stratégie en 2 temps, et c'est dit comme tel. Hein. Nous nous sommes mis d'accord avec Emmanuel Macron sur un process en 2 temps. Un, proposer un ou plusieurs amendements à la loi Macron avant demain soir afin de modifier la réglementation actuelle introduite par la loi Thévenoud. Donc ça, il s'agira des amendements de M. Luc Bello qui seront transmis clé en main par l'équipe d'Uber. Et on a plein de messages où l'équipe d'Uber, dont vous faisiez partie à ce moment-là, et vous faites toujours partie, se félicitait qu'il soit si bien repris. Et deuxième temps, nous avons une fenêtre de 4 semaines pour mener une campagne de communication avec Macron afin de faire accepter l'idée qu'une licence VTC light serait une solution pour l'emploi et la mobilité. Dans ce contexte, il s'agira de trouver le moment opportun pour rédiger un décret abolissant le régime proposé par la loi Thévenoud et introduire une réglementation plus souple. Et on comprend que de toute façon, les amendements, d'ailleurs c'est écrit par la suite, hein, les amendements sont rejetés comme prévu. C'est-à-dire que dans la stratégie, bon, les amendements portés par Luc Bello vont peut-être pas mal tendre à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de naïveté sur le fait que ça serait quand même compliqué de les obtenir parce que la majorité à l'Assemblée nationale et la ligne majoritaire dans le gouvernement n'est pas celle d'Emmanuel Macron, mais vont créer un climat et dans cette stratégie-là, il est anticipé que les amendements seront rejetés, mais vont du coup permettre à Emmanuel Macron d'être dans un autre rapport de force pour pouvoir obtenir un arrêté qui sera pris par la suite sur la formation et qui soit beaucoup plus satisfaisant pour Uber. Je vous lis d'autres extraits. Hein. C'est quand même une excellente nouvelle. On a 3 amendements déposés par un député socialiste qui portent sur des éléments clés du régime. Il a notamment gardé l'amendement sur les gares et aéroports. Ceci permet, comme c'était le but, d'amorcer le débat sur un régime VTC assoupli. Ensuite, on a d'autres éléments qui nous montrent, et je terminerai là-dessus, que le décret qui va faire l'objet de pas mal d'allers-retours avec la direction d'Uber, concernant la formation, hein, qu'il a fait passer de 250 heures à 7 heures, va être considéré par la direction d'Uber comme une victoire, en fin de compte, comme une avancée. Je ne relis pas l'intégralité des messages que j'ai lus à d'autres auditions, mais juste des petits passages. Nous venons d'obtenir communication de l'arrêté examen. À première lecture, cet arrêté va exactement dans le sens que nous poussons depuis plusieurs mois. Par la suite, il est écrit « Je considère ce soir que ce texte est une très bonne avancée pour nous tous, même si ce n'est pas encore un régime P2P. » Donc là, on comprend qu'au moment de la fin d'Uber Pop, qui semble être un horizon inévitable pour la plateforme Uber, il faut absolument qu'Uber puisse mettre massivement des VTC sur le marché pour pouvoir toujours exister et se développer, et que finalement, les conditions de cet arrêté qui rabaisse le montant des heures et ensuite fait en sorte qu'il y ait un examen en 2 épreuves, va permettre en une journée finalement à Uber de pouvoir recruter très rapidement des chauffeurs VTC. Il y a d'autres moments, d'autres messages
où votre collègue de l'époque, Thibault Saint-Phal, se félicite, vous écrit à vous et à d'autres collègues. Non, je ne sais pas si vous faites partie des destinataires. Non, il écrit à Alexandre Quintard-Kègre, pardon. Et il dit notamment, mais clairement, depuis Jean, on a pesé lourd. Donc il y a vraiment une satisfaction. Et au point que Marc Magan écrira le 12 janvier 2016 à Emmanuel Macron et dira, ayant le plaisir, et dira clairement, cela représente un énormément de travail de tous les côtés, y compris et surtout de la part du ministère de l'économie, et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Est-ce que vous pouvez un peu préciser, vous, votre vécu de tout cet épisode, et aussi quel rôle pouvait jouer Emmanuel Lacresse, qui était à ce moment-là membre du cabinet d'Emmanuel Macron, dans tout ce dossier? Est-ce que je peux rajouter juste à toutes les questions de la rapporteure, parce qu'effectivement c'est un élément très important. Ce qui était intéressant dans l'audition que l'on vient d'avoir de Monsieur Kopp, qui était, alors non, il n'était pas directement dans votre équipe, il nous disait justement qu'il était rattaché à l'époque à la Californie, même s'il était à Paris sur les questions de communication. Il a décrit une culture au fond, alors en utilisant l'expression super pumped, un peu d'exagération interne dans les relations, avec à la fois exagération dans le ton, en ayant toujours un ton très dynamique, très positif de la part des employés d'Uber dans leur communication, y compris entre eux, mais aussi peut-être une forme de pression de la part des opérationnels, notamment des États-Unis, sur les équipes de communication et de lobbying à Paris, qui pouvait expliquer parfois une forme d'exagération des résultats, des entretiens par exemple avec les pouvoirs publics. Est-ce que, en plus s'il vous plaît des réponses à la rapporteure, est-ce que ça vous semble refléter l'ambiance et la tonalité des échanges qu'il pouvait y avoir à Uber à l'époque, et peut-être d'ailleurs certaines formulations, expressions qu'on peut retrouver dans les Uber Files? Alors je vous propose de démarrer avec mes réponses, et puis je laisserai peut-être Andy également s'exprimer sur les aspects très liés aux efforts de lobbying et d'affaires publiques. En ce qui me concerne, la première chose, les rencontres avec Emmanuel Macron auxquelles vous faites allusion ont eu lieu dans le cadre de ses fonctions de ministre de l'économie, des finances et du numérique, supervisant à l'époque le secteur des VTC. Monsieur Emmanuel Macron a toujours été très clair que le service UberPop, selon lui, n'avait pas d'avenir en France et ne s'inscrivait pas dans le modèle social français. Et je voudrais malgré tout rappeler, je pense que vous avez entendu à ce stade de Marc Magan lui-même, de Monsieur Valls, de Monsieur Cazeneuve et de beaucoup d'autres, à savoir que dans les années qui ont suivi, l'évolution réglementaire pour ce qui touche au VTC en France a été dans tous les sens, sauf le sens défendu par Uber, à savoir un accès à la profession rendu de plus en plus compliqué. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit la crise des lotis, et près de 10 000 chauffeurs se retrouvant quasiment du jour au lendemain sans la possibilité d'exercer leur activité de chauffeur. L'examen qui a été mis en place suite à cette loi Grand-Guillaume avait un taux de succès de 14%, a été dénoncé par le Conseil d'État qui lui-même a dit qu'il, selon lui, ne permettait pas à des chauffeurs le libre établissement d'une activité. Donc je dirais, je pense qu'il me paraît assez clair à ce stade qu'il n'y a pas eu de deal quel qu'il soit, que les résultats n'ont certainement pas été là d'un point de vue des messages et des positions que défendait Uber sur l'accès à la profession. Enfin, quant aux éléments qui concernent les propos de Marc ou d'autres personnes, ce sont leurs propos. Ce que vous m'avez posé comme question concernant les messages de M. Kopp, en deux mots, je pense qu'il résume assez bien le fait que la société de l'époque a été vite, sans doute trop vite. Comme je l'ai dit dans mon promo liminaire, on ne conteste certainement pas les erreurs qui ont été faites, mais ce sont des erreurs que je et nous considérons à ce stade être derrière nous.
Vous l'avez entendu de Dara, la société a fondamentalement changé dans tous les aspects possibles. Et je suis sûr qu'Andy pourra nous en dire plus également sur la manière avec laquelle aujourd'hui on réfléchit à notre stratégie d'affaires publiques et plus généralement avec la manière avec laquelle nous organisons notre société. Merci infiniment. Tout d'abord, pardonnez-moi de ne pas pouvoir m'exprimer en français. Merci donc de votre patience par le truchement des interprètes. Permettez-moi tout d'abord de dire que pendant que je travaillais au sein de l'équipe des affaires publiques en 2014, j'étais au Royaume-Uni. Et M. Magan était mon manager. Je n'ai pas pris par différentes réunions. Je ne peux pas me prononcer sur les tenants et les aboutissants des réunions. Mais je pourrais vous dire ceci. Comme Dara et Pierre l'ont mentionné, Uber reconnaîtrait sans conteste le fait que nous ayons commis des erreurs durant cette période. Nous faisions preuve de trop de confrontation avec les pouvoirs publics et nous réagissions à ce que nous pensions être à l'époque comme une position très grave et agressive à Uber en Europe. Alors, nous ne défendons pas les activités de lobbying de l'époque, mais je dirais que depuis 2017, et en tout cas depuis que je mène l'équipe d'affaires publiques depuis 2021, nous tentons d'être le plus transparent que possible et nous respectons toutes nos obligations en matière de transparence en vertu de la loi française. Et je pense que notre relation avec les responsables publics en France et ailleurs ont été très positives. Les sociétés démocratiques sont en mesure d'adopter des lois qui fonctionnent pour tous les pans de la société. Et cette capacité est grandement améliorée par des sociétés telles qu'Uber, qui respectent et expriment les souhaits des chauffeurs et expriment également des arguments sur l'incidence de ces mesures sur notre propre activité. Et je dirais que je m'occupe de politique publique pour plus de 70 pays dans le monde. Et lorsque je vois ce qui se fait par le monde, et je réfléchis aux endroits où les pays sont les réglementations les plus strictes en matière de mobilité, je pense que la France se trouve très haut dans cette liste. Et donc l'idée que nous recevrions un traitement préférentiel de quelque façon que ce soit, je ne pense pas que les faits témoignent de cela. Alors, je vais être franche, mais Monsieur Dimitri Gorkoty, Monsieur Andrew Byrne, vous ne pouvez pas à la fois dire les pratiques totalement illégales, scandaleuses d'hier, d'Uber, on les réprouve, et aujourd'hui on a fini avec tout ça, et me dire finalement qu'il n'y a pas eu de deal et que tout ce que je viens de vous lire comme message n'ont jamais existé. Je n'ai pas inventé ces messages. Vous ne niez pas la réalité de ces messages. À moins que vous puissiez me dire que ces messages n'ont jamais existé et qu'ils sont une construction, une falsification de la part de Monsieur Mark Magan, mais tel n'est pas votre propos. Donc ces messages existent bien. Et je n'en ai lu que quelques extraits. Nous en avons plein. Nous avons d'ailleurs y compris les messages, une fois par semaine, qui rendent compte de l'état des relations avec Emmanuel Macron et de l'état de la discussion sur le cadre réglementaire et législatif en France. Donc oui, il y a bien eu énormément d'échanges avec le ministre de l'économie de l'époque, des rencontres physiques, des échanges par mail, des échanges par SMS, avec une énorme satisfaction exprimée dans ces messages par la direction d'Uber, sur notamment l'atterrissage concernant le décret sur la formation qui vous permettait d'avoir énormément de VTC à la disposition sur le marché. Vous ne pouvez pas nier cette réalité. Ce qui est vrai par contre, c'est que ni M. Valls, ni M. Vidalis, ni M. Cazeneuve, qui étaient opposés au modèle Uber, et pas simplement à Uber Pop, eux n'étaient pas au courant, ils nous l'ont bien confirmé, ils n'étaient pas au courant de ces échanges. Et ils ont le sentiment, eux, d'avoir participé à une j'oublie le terme, à une négociation interministérielle sur l'arrêté final, indépendamment de toute pression, mais dans un contexte bien particulier. Mais sur l'ensemble de ces messages, je vois bien à chaque fois que vous demandez à des modifications et que vous êtes, à la fin de ces négociations, très satisfait de ce que vous avez obtenu, et pour cause, passer de 250 à 7 heures pour la formation, avec un examen. Alors certes, dans une situation antérieure où vous aviez des entreprises de formation qui pouvaient aussi totalement s'extraire du cadre légal. Mais quand vous dites
d'une ère de confrontation, nous passons à une ère de dialogue. J'ai plutôt l'impression que d'une ère de confrontation avec la société française et où votre principal et seul soutien, Emmanuel Macron et un certain nombre de députés, qui étaient minoritaires vis-à-vis du gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas passé aujourd'hui à une ère où, pour le coup, quand M. Valls, M. Vidalis, M. Cazeneuve étaient en désaccord avec la stratégie Uber, on a un M. Dussopt, une Mme Borne et un M. Beaune, 3 ministres qui sont favorables à ces stratégies. Est-ce que ce n'est pas là la grande différence en termes de période? Puisque, à l'époque, vous n'obtenez pas de gain de cause sur les textes législatifs, que ce soit la loi Thévenoud, la loi Grand-Guillaume, mais néanmoins, vous obtenez sur l'arrêté concernant la formation du 2 février 2016, et par contre, sur l'ère actuelle, et on l'a vu dans l'audition de M. Kochrochaï, que vous obtenez gain de cause sur la stratégie de dialogue social et de droits sociaux à travers la création de l'ARPE et à travers le refus par la France de soutenir la directive présomption de salariat. Mais vraiment, sur ces questions, de tous les éléments que je vous ai donnés factuellement, des échanges que nous disposons en vue de peser sur l'arrêté de 2 février, est-ce que les extraits que je vous ai lus ont bien existé ou pas? Thank you very much. I think that there are a couple of points. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. For your interpretation, there are a couple of points I'd make. One is Il y a plusieurs choses à dire. La responsabilité du lobbying pendant les périodes dont vous avez parlé, il a été très clair qu'il n'y avait pas de deal. Et je réitère ce que nous avons dit. Lorsque nous avons vu le cadre régulatoire en France, Uber n'a pas été favorisé sous aucune forme. Pour répondre à vos commentaires par rapport à la directive et les commentaires de notre PDG, je peux être encore plus clair que Dara. Uber est évidemment tout à fait concerné et inquiet quant aux résultats de cette directive. Dara et moi-même avons rencontré des commissaires 2 fois ces dernières années. Notre représentation est présente quant à cette directive et nous croyons toujours que nous partageons toujours certains des objectifs de la Commission européenne. Il y a une opportunité de créer une directive qui fournit à la fois de la sécurité et de la flexibilité. C'est une bonne occasion. Il y a plusieurs problèmes par rapport à cette directive sous la forme présente. La première, par exemple, c'est que nous pensons qu'il y a une opportunité qui a été manquée d'être plus précis dans les critères qui apparaissent actuellement dans cette directive. Tout particulièrement quant à l'idée du contrôle ou de la subordination qui est au cœur de la manière dont nous pensons à un employé ou alors à un sous-traitant. Cela n'a pas été suffisamment expliqué sur la directive. Les critères ne sont pas clairs. Donc c'est une occasion d'être plus précis, de fournir aux travailleurs, aux syndicats et aux entreprises comme Uber un conseil bien plus précis sur la manière dont ils doivent appliquer leurs différents modèles. Ensuite, vous avez fait référence au dialogue social en France et ailleurs. Uber a changé sa relation avec les syndicats ces dernières années. Nous avons signé un accord international avec la Fédération de transparence. Nous avons également des accords avec le Royaume-Uni, avec la Belgique, avec la France et avec l'Italie. Et tout cela avant cette directive sur le travail des plateformes. Donc nous ne devons pas être pénalisés pour le fait de travailler avec des syndicats du monde entier. Cela ne devrait pas être retenu contre Uber. Nous avons été tout à fait transparents sur les problèmes que nous voyons avec cette directive. Nous nous sommes engagés effectivement avec les ministères en France, le ministère des Transports, du Travail
entre autres, et je pense que vous l'avez entendu ce matin de la part du ministère du Travail, nous n'avons pas eu de conversation directe avec eux, mais il y a eu des conversations, il y a eu un échange. Donc les processus de lobbying que nous mettons en place aujourd'hui est tout à fait transparent. On ne dit rien en privé que l'on ne dirait pas en public. D'un point de vue historique, je reconnais tout à fait que les emails et les correspondances dont vous avez parlé donnent un tableau sombre, malheureusement. C'est Mark Magan qui a répondu à la manière dont il a entretenu une relation avec le cabinet de M. Macron. Alors, vous ne pouvez pas réduire l'ensemble de ces échanges à une implication uniquement de Mark Magan à son titre personnel. D'abord parce que M. Mark Magan agissait dans Uber avec les responsabilités que l'entreprise lui imputait, et parce que il y a d'autres échanges qui impliquent Thibault Saint-Phal, qui impliquent M. Pierre-Dimitri Gorcotti, et tous ces messages, la commission d'enquête parlementaire y a accès dorénavant. Hein, et à moins que vous puissiez, je vous rappelle que vous parlez sous serment et que bien sûr il n'y ait pas question de commettre de parjure, nous avons ces documents-là. Donc soit vous attestez de la véracité de ces documents, soit vous estimez que ces documents sont faux, mais nous avons des documents qui montrent bien l'ensemble des négociations qu'il y a pu y avoir et le degré aussi de satisfaction qu'il pouvait y avoir pour Uber d'obtenir cet accord, ce deal. Des mots, le terme deal est dit par le ministre de l'économie lui-même à l'époque concernant cet arrêté. J'entends, et c'est important que la commission d'enquête parlementaire entende par ailleurs de votre part que vous désavouez les pratiques agressives de lobbying de l'époque, parce que je rappelle que les pratiques de lobbying de l'époque révélées par les Uber Files étaient de plusieurs natures, hein, puisqu'il y avait à la fois évidemment beaucoup de moyens, et j'aimerais bien avoir vos éléments sur les moyens alloués au cabinet de conseil, très nombreux, pour à la fois faire un travail de repérage de l'ensemble des décideurs publics avec lesquels rentrer en relation, que ce soit pour pouvoir organiser des rencontres officielles ou officieuses, mais il y avait aussi un lobbying qui visait à commander des enquêtes d'économistes dont les conclusions étaient déjà fixées dans le bon de commande. Nous avons auditionné une partie de ces économistes. Il y avait également des articles qui étaient payés pour vanter le modèle Uber et vanter ses conséquences en termes de création d'emplois, alors que des études indépendantes d'économistes et de sociologues aujourd'hui attestent que pour la plupart, notamment dans les chauffeurs VTC, il s'agit de personnes en emploi qui vont basculer et faire le choix de basculer VTC. Il y a eu aussi un lobbying agressif qui visait à notamment organiser une stratégie du chaos, pour reprendre le terme même de Travis Kalanick, et notamment dans le cas des conflits taxi-VTC, et qui pouvait aller jusqu'à payer des chauffeurs VTC pour qu'ils participent à des manifestations. J'oublie encore certainement des éléments. Oui, il y avait aussi la stratégie d'Uber de recruter parmi des décideurs publics, et il en a été ainsi du recrutement de Nelly Cruz, de David Plouffe ou de Grégoire Kopp, pour pouvoir développer aussi au sein d'Uber un réseau influent au niveau du cœur des appareils d'État de différents États membres pour le développement d'Uber. Donc toute cette stratégie-là est extrêmement, était une stratégie de lobbying extrêmement agressive, qui par ailleurs a lieu avant la loi Sapin 2. Pour la plupart, on ne peut pas regarder ça d'un point de vue légal. Pour certains aspects, s'il me semble, mais bon. Et dès le début, en fait, une stratégie d'Uber très conscient de l'illégalité et qui, justement, assumait d'être dans une stratégie d'imposer un état de fait à l'état de droit. On a même là un document, Pyramid of Shit. Donc, désolé pour la commission d'enquête parlementaire d'utiliser un terme grossier, mais enfin bref, la pyramide de merde, et qui était extrait d'une présentation à destination des cadres d'Uber en Europe, qui était datée de 11 décembre 2014, et qui montre bien comment, en fait, la stratégie assume
en fait, de devoir être amené à des procès des conducteurs, à des enquêtes réglementaires, à des procédures administratives, à des litiges. Et quand on voit que Uber était même prêt, y compris avec le kill shift, à anticiper, ça avait tellement son illégalité qu'ils étaient prêts à anticiper que s'il y avait une descente de la DGCCRF ou d'autres instances de contrôle, il y avait un logiciel interne qui permettait de supprimer toutes les données. Donc est-ce que toutes ces pratiques-là que j'ai citées, vous n'en avez plus? Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, et d'ailleurs, vous déposez la question, mais juste pour répondre vraiment précisément, par exemple sur le kill switch, qui a fait l'objet de révélations, est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que ce logiciel n'existe plus et n'est plus utilisé? En plus des questions de la rapporteure, naturellement. Je veux commencer peut-être par le kill switch, et puis je laisserai Andy parler de tous les aspects lobbying que vous avez soulevés, Madame la rapporteure. En ce qui concerne le kill switch, je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, et ce depuis l'arrivée de notre CEO Dara Khosrowshahi dans l'entreprise, la société n'a pas de logiciel kill switch qui soit dédié à contrecarrer des activités réglementaires. Donc ça, je peux vous le dire de manière très ferme. Comme je pense beaucoup de groupes ou beaucoup de sociétés, il existe des logiciels qui permettent, en cas de vol ou perte d'un appareil, de bloquer l'ordinateur ou le téléphone d'un employé. Mais à nouveau, ces dispositifs ne sont jamais utilisés pour contrecarrer des actions réglementaires. Et je dirais bien au contraire, le groupe Uber au sens large collabore de manière très fréquente avec les autorités dans plein de pays pour participer à des enquêtes ou aider de la manière qu'on puisse des procédures. Donc voilà pour ce qui est du kill switch. Yeah, you know, I don't think we dispute the existence. Je ne pense pas que nous remettons en cause la présence de ces communications, l'existence de ces communications. C'est arrivé effectivement durant la période dont nous avons parlé. Ce que je dirais, d'un point de vue personnel, c'est que je suis membre de l'entreprise depuis 2014. Donc cela fait partie de la période des événements dont nous parlons aujourd'hui. Et je vais être totalement franc. Il n'y a rien que j'ai pu faire qui compromettrait mon intégrité personnelle durant ces démarches de lobbying. Les activités que vous avez décrites, en fait, on ne sait pas si ces activités ont vraiment eu lieu ou s'il y a juste des messages à leur sujet. Les représentants officiels, quand il s'agissait de... Le fait de payer pour une étude est tout à fait inacceptable. Nous ne le faisons pas aujourd'hui. Et si je peux être totalement honnête, aucune de ces choses n'arrive aujourd'hui. Nous soutenons plus de transparence dans notre activité de lobbying. Nous voulons avancer pour être de plus en plus transparents pour les entreprises de Uber, mais aussi d'autres, pour que toutes les entreprises impliquées dans des activités de lobbying respectent les mêmes règles. Et nous avons voulu changer cette culture d'entreprise. Cela fait 9 ans que je travaille chez Uber et Pierre sera sûrement d'accord avec moi. La culture a réellement changé. La manière dont aujourd'hui nous entretenons nos relations avec les représentants publics, la manière dont nous dialoguons avec les coursiers, les chauffeurs, est tout à fait différente aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'on peut être très clair, ce passé est tout à fait inacceptable. Mais depuis 2017, toutes ces activités, comme le kill switch que Pierre a mentionné, n'ont plus lieu. Alors, si je peux me permettre quand même, parce que je veux pas qu'il y ait de perte dans la traduction, parce que certaines des activités que vous venez de dénoncer comme inacceptables sont tout de même, il me semble, aujourd'hui toujours pratiques courantes en France comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays européens, quand elles sont dans un cadre légal. Donc je veux quand même vous demander de préciser votre pensée quand vous dites qu'embaucher des officiels publics est inacceptable. C'est légal en France comme ailleurs quand ça se fait dans le cadre de la réglementation des conflits d'intérêts et des passages entre le public et le privé, que de la même façon que payer pour des passages médias, si ça fait dans le cadre
de contrats avec des agences de communication ou de relations publiques qui peuvent vous donner accès à des médias se fait. Donc je vais juste vous inviter quand même un peu à clarifier, parce que si vous considérez aujourd'hui, si vous nous dites sous serment qu'Uber n'embauche jamais des gens qui ont pu travailler dans le public, pour avoir vécu aux États-Unis assez longtemps, je pense que c'est une pratique assez courante dans le secteur privé, et de la même façon que le secteur public a tendance à faire venir des gens qui viennent du secteur privé. Donc je vais peut-être vous inviter à préciser un peu votre pensée sur la façon dont vous avez formulé tout ça. Yes, thank you. Oui. It's a very good point. C'est une très bonne remarque. En fait, tant que l'on fait dans le cadre dans la loi et dans les procédures de conflit d'intérêts, ça existe effectivement dans tous les pays où nous travaillons. Je pense qu'il y a eu effectivement des questions. Est-ce que voilà, ça se passait dans le passé dans ce contexte légal? Je vous passerai la parole après, mais on laisse Madame Rouleau et puis après on se retourne vers. Ouais. Madame Rouleau, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Voilà, je voulais vous interroger sur une phrase que vous avez dite tout à l'heure. Vous avez dit nous, on ne vérifie pas. C'est à propos de des livreurs, effectivement, que vous embauchez, lapsus, qui sont sur la plateforme. Vous dites on ne prend pas en compte la personne ni sa couleur. Donc, moi, j'ai deux questions. Est-ce que vous regardez le casier judiciaire ? Parce qu'hélas, on a pu se rendre compte quelquefois que des personnes qui livraient et profitaient donc des livraisons Uber faisaient aussi du trafic de stupéfiants, c'est arrivé. Donc, est-ce que ça, vous le vérifiez? Est-ce qu'il y a moyen de le vérifier? Est-ce que vous le vérifierez à l'avenir? Et d'autre part, quand vous dites on ne vérifie pas aussi la couleur ou l'origine, en tout cas tout ce qui a trait à la personne, ça veut dire aussi qu'il y a forcément des personnes en situation irrégulière qui travaillent. Voilà. Okay, je vais répondre à ces questions. Juste pour clarifier mon propos, parce que je veux être sûr qu'il n'ait pas été mal compris tout à l'heure, mon point était de dire que le type d'opportunité de travail que des plateformes comme Uber Eats offrent à des travailleurs sont des opportunités qui n'incluent pas les nombreuses discriminations qui malheureusement existent dans nos sociétés, dans les environnements dans lesquels on vit tous. Et c'est ça que je souhaitais dire quand je disais, quelles que soient vos origines, votre couleur, peu importe, vous avez le même accès à l'application. Maintenant, sur les deux questions que vous avez soulevées en particulier, la première, ou peut-être la première qui touchait au casier judiciaire. Alors, il y a deux choses là-dessus. Premièrement, sur l'activité de chauffeur VTC, l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur VTC est conditionnelle à un casier judiciaire qui soit vierge. Et donc, dans ce cas de figure-là, ou dans ce cadre-là, nous ne vérifions pas nous-mêmes les casiers judiciaires, mais nous vérifions l'authenticité de la carte professionnelle qui, par conclusion, par déduction, justifie du casier vierge. En ce qui concerne l'activité de livraison, Uber Eats, nous n'avons pas le droit de demander une copie du casier judiciaire, ce qui signifie que ce n'est pas quelque chose que nous vérifions lors de l'inscription. Nous prenons évidemment très au sérieux tout ce qui touche à la sécurité, aussi bien la sécurité des utilisateurs de l'application que celle des chauffeurs, coursiers qui utilisent l'application, ce qui signifie que nous sommes en mesure d'avoir des retours terrain qui sont faits d'une partie ou d'un autre, voire même d'un restaurant. Nous prenons évidemment très au sérieux pour s'assurer que la plateforme soit la plus sûre possible pour toutes les personnes qui l'utilisent. Sur le deuxième point, qui était la situation irrégulière, c'est ça? Oui, alors là-dessus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous vérifions systématiquement les permis de travail, donc une carte d'identité, les documents qui autorisent un coursier, une coursier à travailler sur le territoire français. Et la société tierce que nous utilisons pour les contrôles des documents et notamment pour le contrôle de véracité des documents, Hubble, est évidemment en mesure et accorder avec nous sur les documents qui sont valides et qui peuvent justifier d'une autorisation de travailler sur le territoire français. Donc, je dirais, aucun coursier ne peut de manière légitime
s'inscrire sur la plateforme sans présenter des documents qui justifient l'autorisation de travailler, et nous faisons le maximum de notre côté pour nous assurer que les documents qui effectivement nous sont montrés sont des documents valides et authentiques. Alors j'ai une question très, très rapide, un tout petit peu moins. Quels étaient les noms du cabinet d'Emmanuel Macron avec lesquels vous étiez en contact pendant toute cette période-là? Voilà, donc j'aimerais bien connaître les noms. Deuxième question, je voudrais revenir sur la directive présomption de salariat qui se discute à l'échelle européenne. Vous avez dit qu'il faudrait être plus précis sur les critères de la directive. Ce qui est d'ailleurs ce qu'a pu dire aussi Madame la Première ministre Elisabeth Borne, qu'il fallait augmenter le nombre de critères et être plus précis. Bon. Mais est-ce que ça signifie faire en sorte de ne pas requalifier vos chauffeurs en salariés, alors même que l'ensemble des décisions de justice montrent qu'ils sont dans un rapport de subordination? C'est la raison même d'ailleurs pour laquelle l'Union européenne est dans cet agenda législatif. Et d'ailleurs, dans son étude d'impact, l'Union européenne a estimé à 5 millions le nombre de travailleurs qui devaient être requalifiés en salariés, et en montrant que c'était surtout d'ailleurs les chauffeurs VTC et livreurs, pour lesquels finalement on était plutôt sur des faux indépendants et vraiment un lien de subordination. Donc finalement, est-ce que vouloir plus de critères, ça n'est pas cela? Ne rien changer à votre relation de subordination, au contrôle que vous exercez sur eux, sans pour autant assumer les obligations d'employeurs, contrairement en fait à tous les employeurs de ce pays, qui eux sont dans des rapports de subordination et ils doivent bien assumer les obligations d'employeurs, les cotisations sociales, participer aux cotisations retraite, le droit du travail. On ne déconnecte pas, on est obligé d'avoir des entretiens préalables de licenciement, enfin tout ce cadre-là. Donc voilà, précisez bien votre position vis-à-vis de cette directive présomption de salariat, le fait de vouloir plus de critères. Est-ce que finalement c'est pas pour échapper à toute requalification de salariés? Juste sur la première question, pour éviter toute forme de détournement à des fins de politique intérieure actuelle, est-ce que à ce moment-là, je peux vous demander les noms des ministres, secrétaires d'État et membres de tous les cabinets avec lesquels vous étiez en contact à cette époque? Yes, of course, I'm afraid that I don't have the information about every single malheureusement, je n'ai pas les informations relatives à toutes les réunions que l'équipe des politiques publiques a organisées, mais nous pourrions vous fournir ces éléments par écrit à l'issue de la réunion. Nous avons, dans le cadre de nos obligations de transparence, des rapports en la matière en France. Malheureusement, je suis donc en Californie, donc je n'ai pas cette information disponible aujourd'hui. S'agissant de votre question liée à la directive de l'UE sur la plateforme, alors nous pensons honnêtement que c'est l'occasion d'établir une distinction entre les faux emplois, les faux salariés et les vrais indépendants. Et nous pensons que l'Uber se situe du côté des vrais indépendants parce que on se fie à ce que nous disent les chauffeurs et les coursiers, c'est ce qu'ils souhaitent et veulent. Et aussi parce que nous avons vraiment changé notre modèle depuis ces dernières années. Le modèle de 2016-2019 est très différent du modèle d'aujourd'hui. Nous avons pris beaucoup de mesures pour préciser notre modèle qui donne plus de contrôle aux coursiers et aux chauffeurs quant à la manière d'utiliser la plateforme et l'appli pour qu'ils aient plus d'informations en amont. Nous avons en France un système qui fournit des informations sur la quantité de recettes par course et toute cette information est fournie en amont, ce qui n'était pas le cas. Cela permet de préciser les choses et de donner plus de contrôle à ces particuliers comme aux travailleurs indépendants. Et s'agissant des critères précis, nous pensons que le contrôle est au cœur de cette relation. Et c'est au cœur de la relation dont nous parlons aujourd'hui, le contrôle. Nous pensons que des mesures peuvent être prises pour préciser davantage ces concepts juridiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Parlement et en Europe, il y a un débat juridique très pointilleux à ce sujet. Et comme l'a dit Dara, franchement, dans ses réponses,
nous constatons que nous voyons que les tribunaux en France constataient différentes choses selon les faits particuliers à certaines personnes. Et donc, bien sûr, nous souhaitons plus de précision et de clarté juridique s'agissant des attentes à l'égard de nos plateformes telles que la nôtre. Donc, nous continuons de dire cela à la Commission et au Parlement et nous continuerons d'exprimer ce message dans le cadre des débats sur notre plateforme. Mais nous croyons fermement que le dialogue social du type dont nous jouissons en France fait partie intégrante de ce processus. Cela fait longtemps que nous parlons de la façon plutôt de donner une vraie voix aux coursiers qui travaillent dans ce genre de secteur et nous sommes conscients du fait que nous sommes une société de technologie domiciliée à San Francisco qui par le passé était très éloignée de la réalité des coursiers et des chauffeurs pour améliorer leur vie au quotidien. Et nous pensons que le dialogue social doit faire partie intégrante de la solution en France et en Europe. Une solution qui permette de donner une vraie voix au chapitre des coursiers et des chauffeurs quant à l'administration de ces plateformes. Et nous pensons que le dialogue social a vraiment progressé ces 12 derniers mois en France. Nous avons signé 2 accords et nous pensons que c'est une étape importante. Et nous pensons également qu'il reste encore énormément de pain sur la planche pour que nous continuions d'améliorer la voix de ces coursiers et chauffeurs au quotidien. Il faudra poursuivre ce dialogue social et nous espérons signer davantage d'accords. Alors, je repose ma question à Monsieur Pierre-Dimitri Gorcotti. On est en commission d'enquête parlementaire, d'accord? C'est une commission d'enquête parlementaire, donc ça veut dire que nous sommes les représentants de la souveraineté nationale et nous avons à enquêter sur le scandale des Uber Files. Dans les révélations du consortium de journalistes, il y a plus d'une quarantaine d'échanges, dont 17 significatifs, entre le ministre de l'économie de l'époque et les dirigeants d'Uber. Est-ce que, Monsieur Dimitri Gorcotti, vous qui étiez en fonction dans cette période-là, est-ce que les dirigeants d'Uber étaient plus en contact pour faire l'intermédiaire avec Emmanuel Macron à l'intérieur de son cabinet, avec Monsieur Koller, avec Monsieur Lacresse, avec Madame Julie Bonamy ou avec d'autres personnes? Ma question est donc précise et je demande des réponses précises. Et ensuite, pour rebondir, Monsieur Andrew Byrne, concernant toujours la directive présomption de salariat, vous êtes donc en désaccord avec la Commission européenne qui, comme elle l'indique dans son étude d'impact, considère les chauffeurs Uber comme devant être requalifiés en salariés. On peut conclure cela. Ce qui est votre droit. Hein. Alors, je peux démarrer. Donc, je vais vous dire ce dont je me rappelle avec la mention avant cela du fait que ce sont des faits qui remontent à quasiment 10 ans. Je prends justement très au sérieux le rôle que je joue ici devant cette commission, après avoir prêté serment, et j'ai évidemment pas envie de vous donner une réponse qui ne soit pas correcte ou complète. Et je serais ravi évidemment de fouiller mes archives pour vous faire un retour plus complet. Maintenant, ce dont je me souviens, plusieurs choses. Donc j'ai participé à 2 ou 3 rendez-vous avec Emmanuel Macron dans le cadre de ses fonctions en tant que ministre de l'économie et des finances et du numérique à l'époque. Je me souviens avoir rencontré Julie Bonamy. Je pense avoir rencontré Alexis Koller. Je l'ai rencontré à minima beaucoup plus tard dans le cadre de l'initiative Tech for Good, dans laquelle Uber jouait un rôle sur le futur du travail, en partenariat avec la RATP. Et il me semble avoir rencontré Monsieur Lacresse à l'époque. Donc les noms que vous avez cités, ces noms-là en tout cas me sont familiers et je pense avoir participé à des rendez-vous où ils se trouvaient. Je ne pourrais pas vous le certifier premièrement tout de suite comme ça. Et deuxièmement, je ne pourrais pas vous dire combien de fois, mais je suis tout à fait prêt à m'engager à fouiller mes archives et vous faire une réponse à la commission si vous le souhaitez. Et je voudrais poursuivre là-dessus. Quand je vois, par exemple, des SMS de monsieur, ou des échanges, pardon, que vous avez avec monsieur Kalanick, où vous l'encouragez à envoyer un SMS à monsieur Macron, il répond qu'il trouve que monsieur Macron est not fair, pas juste, trop dur avec Uber. Est-ce que vous avez eu le sentiment, dans les relations avec les pouvoirs publics, au-delà des positions qui étaient exprimées publiquement par les uns et les autres, Emmanuel Macron étant clairement en faveur de l'innovation et plutôt ouvert à l'arrivée d'acteurs de la tech, monsieur Cazeneuve, qui nous l'a dit, est ministre de l'Intérieur, protecteur de l'ordre public et peut-être aussi de la régulation liée au taxi. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez joué les uns contre les autres, qu'il y avait
des positions qui ont pu mener à des formes d'action différentes de la part du gouvernement, des législations ou des initiatives isolées, individuelles, opaques de la part du gouvernement, ou que vous parliez à un seul interlocuteur qui était le gouvernement français, avec sa diversité, les transports, l'économie, l'intérieur, etc. Et est-ce que je peux vous demander à ce moment-là si vous avez aussi eu des échanges, voire réguliers, avec le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, éventuellement Matignon et l'Élysée, à la fois au niveau des ministres, premiers ministres, et de membres de leur cabinet? Alors, je vais démarrer, et puis peut-être qu'on dit pour apporter également sa perspective. Premièrement, pour le rappeler, les activités d'affaires publiques ne rentraient pas dans le périmètre de mes fonctions quotidiennes. Je crois que M. Cobb vous l'a dit plus tôt. J'ai été amené à intervenir de manière ponctuelle en accompagnant certains de nos dirigeants, notamment Travis Kalanick, dans certaines de ces rencontres, ce qui explique sans doute, en tout cas justifie le fait que je n'ai pas en tête l'ensemble des rencontres qui aient pu avoir lieu, même ne pas nécessairement me souvenir moi-même de qui j'ai rencontré à cette occasion. Ce que je peux vous dire en revanche, avec ma casquette opérationnelle à l'époque, est que le message principal que nous cherchions à porter d'un point de vue affaires publiques était de faire remonter ce que nous observions sur le terrain chaque jour, à savoir que énormément de candidats chauffeurs, de personnes au chômage venaient frapper à nos portes en nous disant « Tiens Uber, comment ça marche? Comment je deviens chauffeur ?» et que 99% de ces gens-là repartaient chez eux comme ils étaient venus, parce que la réponse était qu'il fallait des mois de formation, qu'il fallait payer des milliers d'euros, qu'il fallait trouver une voiture, qu'il fallait apprendre les langues, l'histoire française, ainsi de suite. Donc, je dirais, on se faisait l'avocat d'un cadre réglementaire très strict qui, selon nous, n'était pas en adéquation avec les besoins de mobilité qu'on observait à l'époque, qu'on observe encore aujourd'hui dans une grande mesure, notamment aussi en comparant au succès qu'on pouvait voir, en tout cas à l'essor qu'on pouvait voir dans différents marchés à travers le monde. Donc je dirais l'ensemble de nos messages, en tout cas sur les premières années auxquelles vous faites référence, étaient plutôt orientés sur cet accès à la profession. C'est ça ce qu'on cherchait à défendre. Sur l'aspect plus particulier de qui étaient nos interlocuteurs au gouvernement, y avait-il un jeu des ministères les uns envers les autres? Je n'ai pas eu le sentiment, mais je pense que ces sujets étaient plutôt du ressort de Marc Magan, donc je n'ai pas nécessairement d'avis très prononcé là-dessus, et je suis sûr qu'Andy peut nous apporter ses lumières. Merci Pierre. Alors, je pense qu'avec tout le respect que je dois, je dirais que s'agissant de la grande partie des échanges que Uber a eu avec les responsables français, c'était avec le ministère des Transports. Je ne peux pas me prononcer sur les autres noms qui ont été mentionnés, mais je dirais que c'est vraiment, cela vaut pour toute la période durant laquelle nous avons commencé à travailler en France. C'était vraiment une longue relation avec le ministère des Transports en raison des changements en matière de besoins en mobilité. Mais je ne puis me prononcer quant aux tenants et les aboutissants de la relation entre les différents ministères. Alors, Voulez-vous que je reparle de nouveau de la plateforme, la directive européenne sur la plateforme, si cela peut vous aider? Encore une fois, il est très difficile de se prononcer sur la réglementation qui est en cours d'élaboration. Il est fort probable que la directive, en l'état, continuera d'évoluer d'ici les 6 ou 8 prochains mois, mais je puis vous dire ceci. Nous ne pensons pas que les chauffeurs et les coursiers d'Uber sont des employés, mais la manière dont on mène nos activités pourrait être à ce sujet. Dans bon nombre de pays d'Europe, Uber travaille sur différents types de marchés. Donc le modèle Uber s'adapte selon les circonstances juridiques et les précédents juridiques existantes. Donc si l'on voit par exemple l'Allemagne, l'écrasante majorité des conducteurs Uber sont des employés. Et donc notre business est en mesure de s'adapter, d'assurer une certaine rentabilité, de croître de manière importante. Mais nous pensons que
cela donne une expérience moins intéressante pour les travailleurs, les coursiers, les chauffeurs. Si on sort des villes, etc., on peut donner moins d'accès aux salariés qu'on peut sur la base indépendante. Il faudra voir comment évolue le marché pour voir si on doit changer notre business model pour respecter la réglementation. Mais en tout cas, nous respecterons la loi et la directive telle que mise en œuvre par les pays d'Europe. Merci. J'ai une dernière question. Monsieur Pierre Dimitri Gorcotti, le 2 avril 2015, est-ce que c'est vous qui déclenchez le kill switch ou pas? Et si ce n'est pas vous, qui est-ce? Est-ce que c'est vous qui déclenchez le kill switch ASAP? Alors, j'ai pas souvenir exact. Ce que je peux vous dire, c'est que ces initiatives et ces logiciels n'auraient jamais dû être utilisés comme ça, y compris en France. Je sais, et je pense que vous avez vu dans les Uber Files ou par voie de presse, que nous ne nions pas l'utilisation du kill switch en France, notamment dans le cadre d'une enquête de la DGCCRF. Je crois me souvenir d'emails de la part de Zach de Kevit, qui était directeur légal à l'époque, ordonnant de lancer cette procédure. Ce que je peux vous dire, en tout cas en ce qui me concerne et ce qui touche à mes souvenirs, c'est que d'une part, quand les bureaux d'Uber France ont été perquisitionnés en 2015, mon ordinateur a été lu, mon mot de passe a été donné aux enquêteurs qui ont donc pu accéder à mes données, qui d'ailleurs ont évidemment été utilisées dans le cadre de la procédure en cours. Donc je ne pense pas moi-même avoir fait une obstruction, quelle qu'elle soit, à la justice dans le cadre de l'épisode auquel j'ai fait face moi-même en 2015 lors de cette perquisition. Et la deuxième chose que je peux vous dire, c'est dans le cadre de la DGCCRF, même si évidemment ça n'excuse rien et ne change rien au fait que ces procédures n'auraient jamais dû être mises en place, et elles ne le sont pas aujourd'hui, mais il me semble malgré tout important de rappeler que la DGCCRF a indiqué ne pas avoir été au courant de ces procédures et ne pas avoir eu d'obstruction à l'enquête qu'il menait. Tout ça étant, à nouveau, je ne suis pas là pour excuser les erreurs du passé que je ne conteste certainement pas. Comme vous le savez, le kill switch a été l'un des sujets probablement les plus emblématiques de la crise qu'a connue la société Uber en 2017, qui a contribué à l'éviction de son patron et fondateur, Travis Kalanick. Dara est arrivé en début 2017, a procédé à une refonte, fin 2017, une refonte absolument complète de la société, des nouvelles valeurs. Il a suivi les recommandations du procureur général américain, ancien procureur général américain Eric Holder, a refondu une partie de l'équipe dirigeante de la société, a fait venir un nouveau set d'administrateurs de la société, y compris un président du conseil d'administration, et a mis en place des procédures internes d'éthique et de conformité parmi les plus strictes, en ligne avec ce que l'on doit attendre d'une société cotée, et qui plus est une société cotée qui a un impact sur la vie de tellement de personnes à travers le monde. Donc je considère que la société a fondamentalement changé. 90% des employés n'étaient pas là à l'époque. Et en ce qui me concerne personnellement, puisque votre question était personnelle, je suis fier de pouvoir jouer un rôle et d'avoir pu jouer un rôle dans le redressement de la société, ayant été là au début et ayant vu effectivement les soucis et les erreurs du passé. Je suis fier du chemin parcouru. Je suis fier de ce que nous mettons aujourd'hui en place et de l'aspect pionnier que nous avons sur le secteur quant à la protection sociale, quant à ce que nous faisons en matière de fraude et de sécurité. Et je reconnais tout à fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et nous y sommes pleinement engagés. Dernière question, ou plutôt réaction. Lors de toute cette audition, vous nous avez assuré que les pratiques d'Uber d'hier n'étaient pas poursuivies et que vous les désapprouviez. Vous avez vanté le développement d'Uber en présentant quasiment la plateforme comme une entreprise philanthropique. Mais à une question extrêmement précise, Monsieur Pierre Dimitri Gorcotti, est-ce que vous avez ou non été responsable d'un envoi de mail qui met en place le kill switch? Vous n'avez pas été en capacité de répondre comme si vous vous en souvenez plus.
alors que nous avons des documents qui, au contraire, l'attestent. Par conséquent, je n'ai plus aucune question à vous poser. Ben, ce que je peux dire à ça, et je vous vois regarder vos documents et téléphones, donc je suppose que je suis l'auteur des messages auxquels vous faites réflexion. Je suis de bonne foi quand je dis effectivement ne pas nécessairement me rendre compte de quel email j'ai envoyé quand. Et de manière plus importante, je prends très au sérieux le rôle que je viens jouer ici. J'ai prêté serment, j'ai tout simplement pas envie de porter une réponse positive ou négative à quelque chose qui n'est pas, dont je n'ai pas la certitude. Je pense avoir été honnête en vous disant que je suis effectivement conscient que ces procédures ont été utilisées. Je suis effectivement conscient qu'elles ont été utilisées en France. On ne s'en est pas caché. Donc je ne suis pas du tout en train de me défausser de mes responsabilités. Je n'ai plus souvenir de quel email j'ai envoyé moi-même. Et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité confirmer ce dire. Mais évidemment, je ne prétends pas qu'il y ait des faux dans les Uber Files. Et si c'est ce que vous voyez dans les traces d'email, je serais ravi de le reconnaître. Merci, Monsieur Gorcotti, Monsieur Bargne. Nous aurons peut-être du coup des questions complémentaires, peut-être des demandes de documents, des précisions sur un certain nombre de ces sujets, notamment en réaction aux documents que nous a transmis récemment Monsieur Mark McGann avec les échanges d'emails ou de SMS. Mais dans l'intervalle, je vous remercie de vous être rendu disponible pour notre commission d'enquête. Je suspends notre séance maintenant et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Thank you. Merci.